Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Don Quichotte de Cervantes, toujours le tome 1, nous en sommes à notre 13e épisode si je ne m'abuse. Et ce soir, nous lirons les chapitres 44, 45, 46 et 47. Ça commence à en faire des chapitres. Je vous invite comme d'habitude sur la rediffusion YouTube à checker la barre de lecture de la vidéo ou la description de la vidéo. S'y trouvent des timecodes, des chapitrages vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Comme je le disais à l'instant, ça commence à faire sacrément de chapitres. Ce soir, 4 chapitres encore. Mais ça y est, on touche à la fin, comme vous pouvez le voir grâce à mon magnifique marque-page. On touche à la fin, puisque le live d'aujourd'hui est l'avant-dernier live qu'on effectuera sur cette œuvre, sur Don Quichotte, tome 1 de Cervantes, parce qu'attention, il y a un tome 2, et le tome 2, je ne vais pas le faire dans la foulée, parce que si je le fais dans la foulée, je crois que je vais légèrement, pour citer un personnage célèbre, une petite boule verte, je pense que je vais péter un boulon. Ne pète pas un boulon! Bref, mais du coup, voilà. Je pense qu'il faut que je passe à autre chose, il faut que je varie un petit peu les plaisirs, parce que là, ça va faire du 700 pages en tout dans la gueule, sachant que le tome 2 fait également 700 pages, voire un peu plus même. On va se calmer, je vais pas m'enquiller 1400 pages de Cervantes Don Quichotte, même si, franchement, j'apprécie beaucoup la lecture et jusqu'à présent c'est vraiment un plaisir. C'est juste que ça fait relativement long et que à titre personnel, j'aime bien varier les plaisirs, j'aime bien changer de temps en temps, donc là, ça fait déjà pas mal de semaines, voire mois qu'on est dessus. Voilà, j'ai envie de m'aérer l'esprit, j'ai envie de penser à autre chose, j'ai envie de voir d'autres histoires, d'autres styles, d'autres genres, d'autres auteurs, avant de revenir sur Don Quichotte et le tome 2. Mais sachez que le Don Quichotte tome 2 arrivera, je ne sais pas quand encore. Euh, En fait, ce que je pensais faire, c'était faire une œuvre entre le tome 1 et le tome 2. Sauf que avec les œuvres que j'ai en tête, je sais pas si ça va pas faire très peu de temps en fait. Je sais pas, et en même temps je me dis c'est bien de laisser peu de temps entre les deux parce que voilà, ils vont ensemble forcément. Je sais pas, je suis encore assez partagé sur la question. On en parlera et je vous dirai la décision que j'ai prise. Mais je pense que pour le tome 2 de Don Quichotte, il va pas falloir attendre très très longtemps. Euh, dans tous les cas, si vraiment il y avait un truc qui faisait que ça prendrait plus longtemps que prévu, dans tous les cas, je pense pouvoir largement m'engager sur le fait que le tome 2 sera fait avant la fin de l'année 2021. Ça, c'est clair et net. Voili, voilou, et non pas clarinette. Quel humour, mais vous en êtes un autre. Bref, je vous invite à vous installer, chers amis qui me suivraient en live, mais également en rediffusion après tout. Je vous invite à vous installer, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude pendant que vous m'écoutez. Je vous souhaite la bonne santé et surtout de passer un agréable moment en m'accompagnant encore une fois sur cette lecture. Et je vais me lancer dans la lecture assez rapidement ce soir d'ailleurs, parce que j'ai pas forcément grand chose à ajouter par rapport au live précédent. J'ai pas forcément autre chose à. Enfin ouais, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je vais beaucoup me répéter, donc je vais essayer de le faire de manière concise. Bonsoir Nuitzer, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Je te conseillerais Les Diaboliques de Réveilly si un de ces quatre tu cherches une œuvre à lire. Alors Nuitzer, Les Diaboliques de Barbet de Réveilly sont déjà disponibles en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Voilà, voilà, j'ai déjà lu cette œuvre. J'ai déjà lu cette œuvre en live. Il y a, bah ouais, il y a les 6 nouvelles. Donc ouais, tout est disponible. Si ça t'intéresse d'en voir ma lecture, je te redirigerai vers la playlist sur ma chaîne YouTube qui se nomme Et si on lisait Les Diaboliques de Barbet de Réveilly. Non, Et si on lisait Les Diaboliques, tout simplement, je pense. Voilou. Donc oui, en effet, j'ai pas grand-chose à vous dire puisque, somme toute, ce qui va se passer dans les jours à venir est assez classique. C'est-à-dire que là, on est vendredi. D'ailleurs, j'ai peur parce qu'on est vendredi et je lis le. Enfin, c'est le 13e live sur Don Quichotte. Est-ce que ça sera signe de bonheur ou de malheur? On verra.
Donc voilà, ce soir il y a lecture, comme habituellement, comme tous les vendredis 21 h. Lecture, aucun étonnement. Dimanche 15 h, live de découverte de l'univers de League of Legends. Ça pareil, c'est comme toutes les semaines. Le soir, dimanche soir de 21 h à minuit minimum, je serai disponible dans un vocal de mon Discord pour la veillée du dimanche. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le voulez. On discute, on joue à des jeux vidéo, à des jeux de société en ce moment. C'est très très agréable. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça pareil, c'est un rendez-vous ancré dans le marbre qui ne bouge pas et qui est là de manière hebdomadaire ainsi que tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent. Mardi 21 h. Oui, je me projette déjà sur la semaine prochaine, mais il y a une raison. Mardi 21 h, il y aura le dernier live de lecture sur Don Quichotte tome 1 de Cervantes, où on terminera l'œuvre. Et là, patatras, il n'y aura plus de live. Plus de live pour 5-6 jours, un truc comme ça. En tout cas, considérez que mardi, c'est le dernier live avant que je fasse une pause. Euh, voilà, habituellement je fais une pause tous les mois, je vous en ai déjà parlé plein de fois et je vous ai déjà expliqué la chose plein de fois, mais habituellement je fais une pause tous les mois, comme ça m'aère l'esprit. Souvent c'est après avoir fini une œuvre littéraire justement. Comme ça voilà, ça m'aère l'esprit, je passe un peu à autre chose, je me fais une petite pause et puis je suis redattaque pour attaquer la suite. Euh, donc voilà, sauf que bah, Cervantes a duré longtemps. Sauf que crise sanitaire, donc depuis, je dirais bien une grosse année, c'est difficile de faire des pauses tous les mois, puisque en fait ces pauses sont l'occasion pour moi, sans rentrer trop dans ma vie privée, ces pauses sont l'occasion pour moi soit de rendez-vous professionnels, soit de visite de la famille ou ce genre de choses. Donc j'essaie de tout compacter sur quelques jours, une semaine, bah voilà, une fois par mois. Comme ça, je sais que j'empiète pas trop sur le reste de mon emploi du temps, on va dire, notamment les lives. Donc voilà, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, bah, au final, je me retrouve à faire ce genre de pause plutôt tous les 2 mois, voire 3 mois. Et franchement, je sens vraiment une plus grosse fatigue à cause de ça. Donc voilà, bon, on va profiter de cette pause que je m'octroie. Ça sera donc du mercredi 3 mars, du coup. Mercredi 3 à lundi 8, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de live. À 95% sûr que du mercredi 3 au lundi 8, il n'y aura pas de live. Euh, je sais pas si je reprendrai directement le mardi 9 avec une lecture. Si j'ai un bouquin d'ici là, peut-être, hein, pourquoi pas. Mais encore une fois, je suis assez en réflexion là-dessus, donc à voir. En tout cas, je continue justement à réfléchir à tout un tas de choses, et il y a tout un tas de choses qui se passent en off. Je vais pas forcément tout vous raconter, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses que je prépare, que j'envisage, que je planifie pour le futur, notamment des nouveaux types d'émissions. J'aimerais bien, je le dis très souvent, mais c'est la vérité. C'est juste que je trouve, faut que je trouve ce qui me satisfait, faut que je trouve les bons angles, on va dire, d'attaque, de travail. Faut que je trouve l'inspiration, la motivation, le temps, bref, il y a tout un tas de choses. Mais j'aimerais bien faire beaucoup plus de live si je le pouvais et sur des sujets encore plus différents et encore plus variés les uns que les autres, notamment la musique. J'en parle depuis très longtemps, les lives de musique, mais j'aimerais vraiment que ça soit quelque chose qui devienne récurrent. Donc voilà, je réfléchis à tout un tas de choses, je travaille sur tout un tas de choses dans l'ombre. Euh, D'ailleurs, en parlant musique, ça fait 3 jours que ça y est, le jeu de rôle étant passé, j'ai pu prioriser sur d'autres projets et donc la musique est revenue à l'ordre du jour et ça m'a fait bien plaisir. Ça fait 3 jours que je planche sur la finalisation du mixage d'un morceau que j'avais entamé il y a plus d'un an, je crois. En tout cas, la dernière fois que j'avais touché au fichier, ça faisait 7 mois. Donc c'est assez terrible, mais, euh, mais voilà, normalement, je commence à toucher au but et je pense pouvoir vous balancer une musique relativement bientôt. D'ailleurs, allez, oh, teaser, teaser, en vérité, pour ceux qui sont là souvent, ceux qui regardent bien les lives du début à la fin, vous avez peut-être déjà entendu des bribes, quelques notes de cette musique, de cette chanson.
J'en dis pas plus, j'en dis pas plus. Mais oui, voilà, il y a ça qui arrive. J'aimerais bien une émission de musique, j'aimerais bien tout un tas d'émissions en vérité. Il y a plein de concepts qui m'intéresseraient de faire de manière plus régulière. Ça me rappelle une histoire que j'ai toujours pas fait en 2021 et en même temps, pour le moment, j'essaie de trouver le truc qui fitterait, qui me donnerait envie de nouveau de faire cette émission avec une petite excitation plutôt que de rentrer dans une routine ou quoi que ce soit. Donc ouais, il y a vraiment tout un tas de possibilités. J'essaie de les étudier, j'essaie de les ordonner, j'essaie de les organiser et j'aimerais vraiment que ça se mette en place. Parce qu'après, une fois, grosso modo, que c'est entré dans la routine, ça a tendance à plutôt être pérenne, hein. J'ai envie de dire, les lives de lecture, ça fait des années que je les fais et maintenant sur un rythme très régulier depuis assez longtemps. Les lives de découverte de l'univers de League of Legends, on approche des 100 épisodes, donc la même chose. Les lives de gaming, c'est un peu plus aléatoire, mais en même temps, je trouve ça mieux, dans le sens où je préfère live quand j'en ai envie pour le gaming. Ouais, c'est un peu. Enfin, en fait, je dis ça, mais les lectures et les découvertes, si vraiment j'avais pas envie, je le ferais pas non plus. Ouais, je sais pas, je trouve ça plus sympa de le faire juste quand j'en ai envie comme ça, sous l'impulsion du moment. Euh, et ouais, là, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver. Enfin, j'avais dit que je parlerais pas trop dans cette introduction. Au final, je suis en train de vous parler de tout mon programme électoral, n'est-ce pas? Euh, Le mec qui dit n'importe quoi, c'est terrible. Mais ouais, j'ai beaucoup d'envie. Bonsoir Orenti, bonsoir Mopito, bonsoir Dimal, bienvenue sur le live. J'espère que vous allez tous bien. Et oui, 13e live un vendredi, je l'ai dit tout à l'heure, Mopito, ouais, pareil. J'espère que ça ira, j'espère que ça sera du bonheur et pas du malheur. On est chaud pour les live musique aussi, je pense. Oh, nice, ça fait plaisir. Un live cuisine ou tuto bricolage. Si j'étais bon, ça serait un pur plaisir. J'aimerais être fort en cuisine, j'aimerais être fort en bricolage. Je suis plutôt proche du niveau zéro. Et pourtant, je me suis essayé parfois, mais... Ouais, je vais pas dire que je suis au niveau zéro, parce que voilà, je sais quand même faire quelques petits trucs, mais on va dire que je suis niveau 2 sur 10, quoi. Un ou 2 sur 10. C'est assez terrible. Donc voilà, je pratique pas des masses. Ouais, non. Plutôt pas des live cuisine ou des tutos bricolage, j'avoue. Mais ouais, plein de choses, tout un tas de choses. Comme je le disais en ce moment, voilà, ma prio, c'est vraiment la musique. Et j'ai une seconde priorité dont j'ai pas trop parlé. Euh, je sais pas si je vais en parler parce que j'ai peur que ça prenne beaucoup de temps et pour le coup c'est une priorité mais sur laquelle je suis pas pressé. C'est-à-dire que en ce moment j'ai le temps d'y travailler, je vais certainement y travailler. Et puis si à un moment j'ai plus le temps d'y travailler, je vais sûrement le mettre de côté et puis attendre longtemps avant de le ressortir du chapeau. Donc, euh, donc voilà, ça peut arriver vraiment dans très longtemps. Donc je sais pas si j'ai envie de vous parler, mais de vous en parler. Mais grosso modo, vous savez que ça va dans la même logique que l'achat de ma lumière, que l'achat du Stream Deck, que l'achat d'une nouvelle caméra. Alors tout ça, ça s'est fait sur des mois et des mois, hein, sinon j'aurais pas, j'aurais pas les moyens financiers de faire tout ça. Mais voilà, du coup, tout ça, les nouveaux réglages de son aussi, mais tout un tas de choses en fait, hein. Depuis le début de ma chaîne, en fait, je fonctionne comme ça. Tous les 6 mois, un an, j'essaie d'opérer des petites modifications sur le matériel, sur les réglages, sur les logiciels, sur les techniques employées pour essayer de monter petit à petit le niveau de qualité des lives, que ce soit sonore, que ce soit visuel, que ce soit dans la présentation, dans la confortabilité et ainsi de suite, la praticité. Toujours dans cette logique, je suis en train de bosser sur un truc et je pense que, grosso modo, sans teaser sur trop, enfin, ouais, si en fait c'est même pas du tease, c'est je vous dis carrément. Mais bon, en tout cas, vous attendez pas un truc de ouf. Parce que comme je le disais, il faut que j'y travaille et ça va prendre beaucoup de temps. Je sais même pas si ça va se faire et je le ferai que quand j'en aurai l'envie et le temps. Mais je réfléchis à, disons, un Planétéo V3. C'est-à-dire qu'il y a eu Planétéo V1, c'est quand je me suis lancé. C'était extrêmement à l'arrache, il y avait ma caméra en gros plan, et puis après il y avait une bande noire sur le côté, et ainsi de suite. C'était vraiment dégueulasse, mais c'était juste, je me lançais dans le stream et je voulais stream en fait. Donc peu importe entre guillemets la qualité, tout ça. Ensuite, il y a eu la V2, on va dire. Donc du coup, c'est avec tout ce petit décor, tout ce petit overlay, tout ce petit thème. Et là, j'aimerais bien, je vais dire, il y a eu des V2.1, .2, .3, .5 et ainsi de suite. Là, j'aimerais bien passer à Planétéo V3, si on peut dire, et à faire encore une vraie amélioration sur la patte
la patte graphique, la DA, comme on dirait, la direction artistique de ma chaîne, même si je n'ai pas cette prétention d'artistique, mais voilà. J'aimerais en tout cas un nouveau pas dans ce sens pour encore améliorer un petit peu bah ouais, la cohérence et l'agréabilité. J'ai déjà dit agréabilité lors du dernier live et je me suis déjà repris en disant bah non, c'est juste l'agréable en fait. Mais oui, l'agréable de la chaîne. Voili voilou. 3 Nétéo, c'est nul. Alors désolé Runty, hein, c'est nul, mais j'aime beaucoup. Mais c'est nul. Bonsoir Miari, bienvenue, comment ça va? Tuto sourire alors. Oh Renty, quel flatteur, quel charmeur celui-ci. J'étais en train de faire du jeu de rôle, mais on fait la pause. Mais on a fait la pause manger, donc j'arrive à temps, mais je repartirai bientôt. Oh! Eh bien, bon jeu de rôle à toi, Miari, et merci de passer faire un petit coucou, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Ne soyez pas trop hype. C'est gentil de vous hype, Mopito, mais ne soyez pas trop hype, parce que vraiment, c'est pas la prio, et ça arrivera quand ça devra arriver, si ça arrive. On va faire les choses lentement et dans l'ordre. Bien, moi qui pensais vraiment, sincèrement, je vous le jure, je pensais vraiment que je prendrais pas trop de temps sur cette introduction. Eh bien, euh, eh bien nous voilà à 20 minutes de live quasiment. Donc on va se lancer dans la lecture sans plus de cérémonie. Et pour brièvement accrocher les wagons avec la dernière fois, on s'en est laissé à un moment critique où Don Quichotte s'est fait piéger par Maritorne, je crois, et la fille de l'aubergiste, un truc comme ça. Enfin, en gros, deux femmes du milieu de l'auberge qui appartiennent, voilà, qui appartiennent à la, comment on appelle ça? Au maintien de l'auberge. C'est pas vraiment le mot que je cherche, mais à la gestion de l'auberge. C'est pas vraiment le mot non plus. Mais bon, bref, qui ont piégé Don Quichotte, et du coup, Don Quichotte se retrouve pendu par le bras, si je dis pas de conneries, pendu par le bras, au travers d'une fenêtre, il me semble, et du coup, il a les pieds comme ça dans les airs qui frôlent le sol, et il arrive pas à se mettre sur le sol, donc voilà, il est dans la pire situation, et il y a des chevaliers qui arrivent devant l'auberge, en tout cas, ce qu'il prend pour des chevaliers, est-ce que ça en est vraiment d'ailleurs? À voir, à voir. Mais en tout cas, ce qui faisait plaisir sur le dernier chapitre de la dernière fois, c'est qu'on revenait sur ce ton que j'apprécie dans l'œuvre de Cervantes. C'est vraiment les chapitres avec Don Quichotte et Sancho Panza qui ont un attrait humoristique, qui ont pas mal d'absurde et ainsi de suite. Et là, on a l'air de repartir sur ce genre de petits épisodes. Même dans la taille des chapitres, on peut le percevoir, puisque ce soir, je vous fais 4 chapitres. Et les 4 chapitres font 10 pages chacun, grosso modo. Donc ouais, on perçoit aussi que même dans la construction, dans la structure des chapitres, ça redevient un peu de l'épisode comme ça, rigolo et ainsi de suite. J'ai vraiment la grande curiosité de savoir comment va se terminer cette œuvre. Parce que j'avoue que, comme on le disait la dernière fois, il y a pas tellement de fil rouge en soi. Il n'y a pas une histoire dont on aurait eu un début, un développement, une fin. Donc en soi, il n'y a pas vraiment de questions en suspens, il n'y a pas de problème à régler à tout prix pour la fin de l'histoire, etc. Donc je suis assez curieux de savoir comment ça va se goupiller jusqu'à la fin de l'œuvre. Là, on est sur les 100 dernières pages pour les 2 derniers lives. Donc ouais, je suis curieux de voir ça. Et je suis heureux de retrouver Don Quichotte. Allez, let's go, cette fois-ci on va y aller. Parce qu'en effet, chasser le naturel et on revient au galop. En effet, Nuitzer, je suis une pipelette, voilà. Je suis un bavard, je ne peux le cacher. Et nous voilà à beaucoup trop de minutes d'introduction. Bonsoir, croûte de genoux, comment ça va? Ça me fait plaisir de te revoir. Je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute, les amis. Bonne écoute au Renti, Nuitzer, croûte de genoux, Mopito, Dimal, Miari. Ouah, vous êtes tellement. Orenti, je l'ai dit? Je sais plus. Enfin bon, bref, bonne écoute à vous tous, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je verrai en cours de route si je vous reviens après un chapitre ou après deux, parce qu'après tout, ça ferait que 20 pages. Ce serait pas trop la mort. Je vous dirai quoi selon la fatigue de mes cordes vocales. À tout à l'heure. Chapitre 44, où se poursuivent les incroyables événements de l'auberge. Enfin, Don Quichotte poussa de tels cris
que l'aubergiste se hâta d'ouvrir les portes de l'auberge et sortit tout inquiet voir qui criait ainsi. Ceux qui étaient à l'extérieur en firent de même. Maritorne, déjà réveillée par ces mêmes cris, se douta de ce qui pouvait se passer. Sans être vue de personne, elle alla au grenier et détacha le licou qui soutenait Don Quichotte. À l'instant, celui-ci se retrouva à terre, devant l'aubergiste et les voyageurs, qui vinrent à lui et lui demandèrent ce qu'il avait à crier ainsi. Lui ne dit pas un mot. Il ôta la corde de son poignet, monta sur Rocinante, embrassa sa ronde hache, mit sa pique au focre, et prenant beaucoup de champ, revint au petit galop en disant « Quiconque dira que j'ai été à juste titre enchanté, si madame la princesse Mocomacaquine me le permet, je lui donne démenti, l'accuse et défie en combat singulier. » Ces paroles laissèrent stupéfaits les voyageurs qui venaient d'arriver, mais l'aubergiste mit fin à leur surprise en leur disant qui était Don Quichotte. Il n'y avait pas à faire cas de lui, parce qu'il était hors de son jugement. Ils lui demandèrent si par hasard n'était pas arrivé à l'auberge un jeune garçon de 15 ans environ, habillé en valet de mule, avec tel ou tel signe distinctif, et il donnait exactement ceux de l'amoureux de Donna Clara. L'aubergiste répondit qu'il y avait tant de monde à l'auberge qu'il n'avait pas pu voir celui sur lequel il l'interrogeait. Mais l'un d'eux remarqua la voiture avec laquelle l'auditeur était arrivé, et dit « Pas de doute, il doit être ici, car voici la voiture qu'il suit à ce qu'on dit. Que l'un de nous reste à la porte, les autres entrons le chercher. Mais il faudrait aussi qu'un autre fasse la ronde autour de l'auberge, pour qu'il ne s'enfuie pas par-dessus les murs de la cour. »« C'est ce qu'on va faire, » répondit un autre. Deux entrèrent dans l'auberge, un autre resta à la porte, un autre partit faire la ronde. L'aubergiste regardait tout cela sans pouvoir comprendre le but de toutes ces dispositions, tout en pensant qu'il cherchait le garçon qui lui avait décrit. C'était le moment où le jour se levait, et donc, avec le bruit qu'avait fait Don Quichotte, tout le monde était réveillé et en train de se lever. Surtout Donna Clara et Dorothée, qui avaient bien mal dormi cette nuit. L'une à cause de l'émotion d'avoir son amoureux si près, l'autre à cause de l'envie de le voir. Voyant qu'aucun des 4 voyageurs ne faisait cas de lui, ni ne répondait à sa demande, Don Quichotte enrageait et mourait de dépit et de fureur. Et s'il avait trouvé dans les ordonnances de la chevalerie que le chevalier errant pût licitement entreprendre une nouvelle aventure tout en ayant donné sa parole et sa foi de n'en entreprendre aucune avant d'avoir achevé celle dans laquelle il s'était engagé, il les aurait tous assaillis et les aurait fait répondre bien malgré eux. Mais il apparaissait qu'il ne convenait pas, qu'il n'était pas bien de commencer une nouvelle entreprise avant de remettre Mocomacaquine sur son trône, et il dut donc se taire et se tenir tranquille, en attendant de voir l'issue des dispositions prises par les voyageurs. L'un d'entre eux trouva le jeune homme auprès d'un valet de mule, endormi, sans nul souci d'être poursuivi, et encore moins trouvé. L'homme le prit par le bras. « Vraiment, Don Luis, comme l'habit que vous portez est digne de celui que vous êtes, comme le lit où je vous trouve va bien avec le luxe dans lequel votre mère vous a élevé. » Le garçon frotta ses yeux ensommeillés, regarda attentivement celui qui l'avait empoigné, et finit par reconnaître un des serviteurs de son père. Son émotion fut telle qu'il fut longtemps sans vouloir ni pouvoir dire un seul mot. Le serviteur reprit. « À présent, la seule chose à faire, seigneur Don Luis, c'est de montrer de la force de caractère et de rentrer chez vous si tant est que vous ne vouliez pas que votre père, monseigneur, parte, lui, pour l'autre monde, car c'est à quoi on peut s'attendre, dans la peine où il est, du fait de votre absence. »« Mais comment a-t-il su que j'avais pris cette direction, et que j'étais habillé ainsi ?»« Un étudiant à qui vous avez fait part de vos pensées a révélé votre affaire. Il a été touché par la souffrance dans laquelle il a vu votre père quand il s'est aperçu de votre absence. Celui-ci a envoyé 4 serviteurs à votre recherche, et nous sommes tous à votre service, plus heureux qu'on ne peut l'imaginer, parce que nous allons revenir en ayant si bien réussi, et vous ramener devant ces yeux qui vous aiment tant. »« Il en sera comme je le voudrais, ou comme le ciel l'ordonnera. »« Que pouvez-vous vouloir, et que peut ordonner le ciel, sinon que vous acceptiez de revenir? Il n'y a pas d'autre possibilité. » Tout cet échange entre eux deux, le valet de mule près de qui Don Luis se trouvait l'entendit. Il se leva et il alla raconter ce qui se passait à Don Fernando, à Cardenio et aux autres, qui s'étaient maintenant habillés. Il leur rapporta que cet homme donnait du don à ce garçon, ce qu'il se disait, et qu'il voulait le ramener chez son père, et que le garçon ne voulait pas. Tout cela, ajouté à ce qu'on savait de la belle voix que le ciel lui avait donnée, inspira à tous un grand désir de savoir plus précisément qui il était, et même de lui venir en aide, au cas où il voudrait exercer sur lui quelque contrainte. Aussi le rejoignirent-ils. Il continuait à parler et à se disputer avec son serviteur.
Là-dessus, Dorothée sortit de sa chambre, et derrière elle, Donna Clara tout émue. La première prit Cardenio à part et lui raconta brièvement l'histoire du musicien et de Donna Clara. De son côté, il lui dit ce qui se passait, que les serviteurs de son père étaient venus pour le chercher. Il ne le dit pas assez bas pour que Clara pût ne pas l'entendre, ce qui la bouleversa à tel point que si Dorothée n'était pas venue la soutenir, elle se serait écroulée. Cardenio dit à Dorothée qu'il fallait qu'elle rentre dans la chambre. Il allait essayer de trouver une solution à tout. Elles rentrèrent. Les 4 hommes venus chercher Don Luis, dans l'auberge, l'avaient déjà entouré et argumenté pour que, sans perdre un instant, il retourne consoler son père. Il répondit que cela lui était absolument impossible, avant d'avoir réglé une affaire qui engageait sa vie, son honneur et son âme. Les serviteurs se firent alors plus pressants. Il n'était pas question qu'il rentre sans lui, et il l'emmènerait, de gré ou de force. « Vous ne ferez pas cela, répliqua Don Luis, à moins de m'emmener mort. De quelque façon que ce soit, il est vrai, si vous m'emmenez, ce sera sans vie. » À ce moment, le différend avait déjà attiré tous ceux qui étaient dans l'auberge, et surtout Cardenio, Don Fernando, ses compagnons, l'auditeur, le curé, le barbier et Don Quichotte, qui maintenant ne trouvait plus nécessaire de garder plus longtemps le château. Cardenio connaissait déjà l'histoire du jeune homme, mais il demanda à ceux qui voulaient l'emmener ce qui les poussait à vouloir le faire contre sa volonté. « Ce qui nous pousse, répondit l'un des 4, c'est notre désir de rendre la vie à son père, à qui l'absence de ce gentilhomme fait courir le risque de la perdre. » À quoi Don Luis répondit: « On n'a pas à rendre compte de mes affaires. Je suis libre, et je rentrerai si j'en ai envie. Sinon, aucun d'entre vous ne pourra me forcer. » « C'est la raison qui doit vous y forcer, et si elle n'y suffisait pas, elle nous suffira pour que nous fassions ce pourquoi nous sommes venus, et à quoi nous sommes obligés. » « Reprenons l'affaire depuis le début, dit alors l'auditeur. Mais l'homme le reconnut comme un voisin de la maison. « Monsieur l'auditeur, ne reconnaissez-vous pas ce gentilhomme, qui est le fils de votre voisin, et qui s'est enfui de la maison de son père sous un habit si indigne de sa qualité, comme vous pouvez le voir ?» L'auditeur le regarda alors plus attentivement, et le reconnut. Il l'embrassa et dit: « Quels sont ces enfantillages, seigneur Don Luis, ou quelles causes sont assez puissantes pour te pousser à aller de cette façon dans un tel accoutrement, si méséant à ta qualité ?» Le jeune homme en eut les larmes aux yeux, et ne put répondre un mot à l'auditeur. Celui-ci dit aux 4 de prendre du repos. Tout irait bien. Il prit Don Luis par la main, l'entraîna à part, et lui demanda pourquoi il était venu ainsi. Pendant qu'il lui posait cette question, que d'autres suivirent, on entendit de grands cris à la porte de l'auberge. La cause en était que 2 clients qui y avaient passé la nuit avaient vu tout le monde occupé à savoir ce que les 4 hommes cherchaient, et avaient essayé de partir sans payer leur dû. Mais l'aubergiste, plus attentif à ses propres affaires qu'à celles des autres, les arrêta comme il passait la porte, et demanda son argent, en fustigeant de telle façon leur mauvaise tentative qu'il les poussa à répondre avec les poings. Et ils se mirent à lui donner une telle raclée que le pauvre aubergiste fut forcé de crier et d'appeler au secours. Sa femme et sa fille ne virent que Don Quichotte d'inoccupé et qui put le secourir. Celle-ci lui dit: « Monsieur le chevalier, sur la grâce que Dieu vous a faite, secourez mon pauvre père. 2 mauvais hommes sont en train de le moudre comme farine. » À quoi Don Quichotte répondit, en prenant tout son temps et avec beaucoup de flegme: « Gente demoiselle, ta requête ne peut être satisfaite pour l'heure, car il m'est interdit de m'entremettre une nouvelle aventure tant que je n'en aurai pas mené à bien une autre pour laquelle j'ai donné ma parole. Mais je vais te dire à présent ce que je pourrais faire pour te servir. Cours dire à ton père de résister du mieux qu'il peut dans ce combat, et de ne pas se laisser vaincre d'une façon ou d'une autre, pendant que je demande à la princesse Mocomacaquine l'autorisation de pouvoir le secourir en ce mauvais pas, car si elle me la donne, sois sûr que je l'en sortirai. »« Pécheresse que je suis, dit alors Maritorne, qui était là elle aussi. Avant que vous obteniez l'autorisation dont vous parlez, mon maître sera déjà dans l'autre monde. »« Dame, permets que j'obtienne l'autorisation que j'ai dite. Dès que je l'aurai, il y fera peu qu'il soit dans l'autre monde. Même si ce monde-là s'y opposait, je l'en sortirai, ou du moins je te donnerai une telle vengeance de ceux qui l'auront envoyé là-bas, que tu en seras plus que moyennement satisfaite. » Sans parler plus longtemps, il alla s'agenouiller devant Dorothée, pour lui demander en termes chevaleresques l'autorisation d'accourir au secours du châtelain de ce château, qui se trouvait en grand péril. La princesse la lui donna très volontiers. Aussitôt il embrassa son bouclier et mit la main à l'épée, accourut à la porte de l'auberge où les 2 clients étaient toujours en train de malmener l'aubergiste.
Mais sitôt arrivé, il s'arrêta et resta immobile, malgré ce que lui disaient Maritornes et l'hôtesse. Pourquoi s'arrêtait-il? Il fallait secourir leur maître et leur mari. Je m'arrête parce qu'il ne m'est pas licite de mettre la main à l'épée contre l'agent écuyère. Mais appelez-moi ici mon écuyer Sancho, c'est lui que cette défense ou cette vengeance concerne et intéresse. Tout cela se passait à la porte de l'auberge, où les coups de poing et les gifles allaient tout leur train, pour la plus grande douleur de l'aubergiste et la plus grande rage de Maritorne, de sa femme et de sa fille, au désespoir de voir la couardise de Don Quichotte et le mauvais moment que passaient leur mari, leur maître et leur père. Mais laissons-le là. Il se trouvera bien quelqu'un pour le secourir ou sinon, souffrance et silence pour qui se risque au-delà de ce que ses forces lui promettent, et revenons-en arrière de 50 pas, pour voir ce que Don Luis répondit à l'auditeur. Nous l'avons laissé à l'écart avec lui, en train de lui demander pourquoi il était venu là à pied, et vêtu d'un costume aussi indigne. C'est alors que le garçon saisit fortement ses mains, comme si une grande douleur lui serrait le cœur, se mit à verser des larmes abondantes, et lui dit « Ah, cher monsieur, tout ce que je veux vous dire, c'est que dès l'instant où le ciel a voulu, dès que la proximité de votre maison a rendu possible que je voie madame Donna Clara, votre fille, celle qui règne sur mon cœur, dès cet instant je la fis maîtresse de mes sentiments. Et si les vôtres, mon véritable seigneur et père, ne s'y opposent pas, elle sera aujourd'hui même mon épouse. Pour elle j'ai laissé la maison de mon père, pour elle j'ai passé ce vêtement afin de pouvoir la suivre, où que ce soit, comme la flèche vise sa cible, comme le marin se guide au nord. Elle ignore mes pensées, sauf ce qu'elle a pu deviner les quelques fois où de loin elle a vu pleurer mes yeux. Monsieur, vous connaissez déjà la richesse et la noblesse de mes parents, le fait que je suis leur unique héritier. Si vous estimez ces avantages-là capables de vous faire tenter la chance de me rendre si chanceux, acceptez-moi tout de suite pour fils. Si mon père, séduit par d'autres projets bien à lui, ne trouvait pas à son goût ce bien que moi j'ai su me trouver, le temps est plus puissant que la volonté humaine pour défaire et pour changer les choses. » À ces mots, l'amoureux jeune homme se tut, et son auditeur resta perplexe, surpris, ébahi par ce qu'il avait entendu, tant pour la façon, le jugement avec lesquels Don Luis lui avait découvert ses intentions, que pour la position où il se voyait, sans savoir quelle serait la sienne, dans une affaire si soudaine et si imprévue. Il se contenta donc de lui répondre de se calmer pour le moment, et de se confier à ses serviteurs qui ne le ramèneraient pas aujourd'hui, afin qu'il eût le temps de réfléchir à la meilleure solution pour tous. Don Luis lui baisa les mains de force, et il les mouilla même de ses larmes. Un cœur de marbre, et non seulement celui de l'auditeur qui, en homme réfléchi, avait déjà compris l'avantage que représentait ce mariage pour sa fille, aurait pu en être attendri. Cependant, si c'était possible, il voulait qu'il se fît avec l'accord du père de Don Luis, dont il savait l'ambition d'obtenir un titre pour son fils. À ce moment, les clients avaient déjà fait la paix avec l'aubergiste. En effet, plus que les menaces, la persuasion et les bons discours de Don Quichotte les avaient amenés à lui payer tout ce qu'il demandait. Les serviteurs de Don Luis attendaient la fin de son entretien avec l'auditeur et la décision de leur maître. C'est alors que le démon, qui jamais ne dort, voulut qu'à ce moment précis entrât dans l'auberge le barbier à qui Don Quichotte avait pris le aume de Membrun, et Sancho Panza l'équipement de son âne pour l'échanger avec celui du sien. En menant sa bête à l'écurie, ce barbier vit Sancho en train de réparer je ne sais quoi sur le bas, qu'il reconnut aussitôt. Intrépidement, il lui sauta dessus en disant « Oh, mon beau voleur, je te tiens, rends-moi mon bassin et mon bas, et tous les harnais que tu m'as volés. » Se voyant attaqué de manière si inattendue, entendant ces insultes qu'on lui disait, Sancho empoigna d'une main le bas, et de l'autre il donna au barbier un coup de poing qui lui mit les dents en sang. Le barbier n'en abandonna pas pour autant la prise qu'il venait de faire avec le bas. Au contraire, il haussa la voix, et fit accourir toute l'auberge au bruit et à la querelle. Il criait « À moi, au nom du roi et de la justice, il m'a dépouillé de mes biens, et en plus, maintenant, il veut me tuer, ce voleur, ce bandit de grand chemin !»« Menteur !» répondit Sancho. « Je ne suis pas un bandit de grand chemin. Ce butin a été gagné en bonne guerre par mon maître Don Quichotte. » Celui-ci était là, très satisfait de voir comment son écuyer se défendait et attaquait bien. Dès lors, il le tint pour homme de valeur, et résolut en lui-même de l'armer chevalier à la première occasion qui s'offrirait, trouvant qu'avec lui les règles de la chevalerie seraient bien appliquées. Au cours de la querelle, le barbier dit entre autres ceci. « Messieurs, ce bas est à moi, autant que la mort que je dois à Dieu, je le reconnais, et mon âne est là, dans l'étable, il ne me laissera pas mentir. Mettez-le lui, et s'il ne lui colle pas parfaitement, je n'aurai plus d'honneur. Et ce n'est pas tout,
Le même jour où il me l'a pris, il m'a pris aussi un bassin de cuivre tout neuf que je n'avais pas encore étraîné, et qui valait bien un écu. » Là, Don Quichotte ne put s'empêcher de répondre. Il s'interposa entre les deux, les sépara, posa le bas au sol pour le placer en dépôt, jusqu'à ce que l'affaire fût éclaircie, et dit: « Ainsi verrez-vous, messieurs, en toute clarté et en toute évidence, l'erreur où se trouve ce brave écuyer, qui appelle le bassin ce qui fut, et sera, le aume de Membrun, que je lui pris en bonne guerre, et dont je me rendis mettre en possession légitime et licite. Quant au bas, je ne m'en mêle pas. Tout ce que je pourrais en dire, c'est que mon écuyer Sancho m'a demandé l'autorisation d'ôter son somptueux harnais au cheval de ce couard que j'avais vaincu. Je la lui donnai, il le prit, et qu'il se soit changé en bas, je n'en saurais donner d'autre explication que la plus ordinaire, et qui est que de telles transformations se rencontrent dans ce qui arrive à la chevalerie. Et pour le confirmer, Sancho, mon fils, cours et apporte ici le aume que ce brave homme appelle un bassin. » « Pardi, monsieur, si nous n'avons pas d'autre preuve de notre bonne foi que celle-là, le aume de Membrun, c'est un bassin comme le somptueux harnais du brave homme est un bas. »« Fais ce que je t'ordonne. Il n'est pas possible que de tout dans ce château soit conduit par enchantement. » Sancho alla chercher le bassin, l'apporta, et aussitôt Don Quichotte le prit dans ses mains et dit: « Voyez, messieurs, de quel front cet écuyer pouvait dire qu'il s'agit là d'un bassin, et non du aume comme je l'ai dit. Je jure par la loi de l'ordre de chevalerie dont j'ai fait profession, que c'est ce même aume que je lui ai pris, sans lui avoir ajouté ni retranché quoi que ce soit. » « Pas de doute là-dessus, parce que du moment où mon maître l'a gagné jusqu'à maintenant, il a seulement fait une bataille avec, lorsqu'il a libéré les enchaînés malchanceux, et s'il n'avait pas eu le bassin aume, il s'en serait mal sorti, parce qu'on a reçu pas mal de pierres ce coup-là. » Chapitre 45, où on finit de faire la vérité sur la question du aume de Membrun et du bas, avec d'autres aventures qui sont arrivées, en toute vérité. « Messieurs, demanda le barbier, que pensez-vous de ce qu'affirment ces deux gentilshommes bien gentils? Ils maintiennent encore que ce n'est pas un bassin, mais un aume. » « Celui qui dira le contraire, je lui ferai savoir qu'il ment s'il est chevalier, et s'il est écuyer, qu'il rement 1000 fois. » Notre barbier avait assisté à tout, et comme il connaissait parfaitement la disposition d'esprit de Don Quichotte, il voulut le pousser dans son extravagance et aller plus loin dans la plaisanterie, pour faire rire tout le monde, et il dit en s'adressant à l'autre barbier: « Monsieur le barbier, ou qui que tu sois, sache que je suis moi aussi de ta profession, et il y a plus de 20 ans que j'ai ma licence d'exercer. Je connais parfaitement tous les instruments du métier, sans en oublier un, et comme j'ai été dans ma jeunesse un temps soldat, je sais aussi ce que c'est qu'un aume, un morion ou un casque, et le reste du métier des armes. Je veux dire les différentes sortes d'armes qu'utilisent les soldats. Je le dis sauf meilleur avis, m'en remettant toujours à meilleur jugement que le mien. Non seulement cette pièce que voici, et que ce brave homme tient dans ses mains, n'est pas un bassin de barbier, mais elle est aussi loin de l'être que le noir l'est du blanc, la vérité du mensonge. Je dis aussi que bien que ce soit un homme, ce n'est pas tout à fait un aume. » « Non, évidemment, dit Don Quichotte, puisqu'il en manque la moitié et la Bavière. »« C'est cela, dit le curé qui avait compris l'intention de son ami le barbier. Cardenio, Don Fernando et ses compagnons confirmèrent aussi, et s'il avait été moins préoccupé par l'affaire de Don Luis, l'auditeur lui-même aurait participé à la plaisanterie, mais l'importance de ce à quoi il réfléchissait l'absorbait tant qu'il prêtait une attention minime ou nulle à ses plaisanteries. « Que Dieu m'aide, dit alors le barbier berné. Est-il possible que tant de personnes honorables disent que ce n'est pas un bassin mais un aume? Voilà une chose qui semble devoir stupéfaire toute une université, quel que soit son bon jugement. Ça suffit. Alors, si ce bassin est un aume, ce bas doit aussi être un somptueux harnais, comme ce monsieur l'a dit. »« Pour moi, cela ressemble à un bas, dit Don Quichotte, mais j'ai déjà dit que je ne me mêle pas de cela. »« Si c'est un bas ou un harnais somptueux, dit le curé, c'est au seul Don Quichotte de le dire, car sur ce sujet de la chevalerie, tous ces messieurs et moi-même, nous lui donnons l'avantage. »« Pardieu, mes chers seigneurs, dit Don Quichotte, il m'est arrivé tant de choses et de si extraordinaires dans ce château les 2 fois où j'y ai logé, que je ne me risquerai pas à répondre de manière affirmative à aucune question relative à ce qu'il renferme, car je suppose que tout ce qui s'y passe a lieu par voie d'enchantement. La première fois, j'ai été persécuté par un mort enchanté qui s'y trouve, et avec les sectateurs duquel Sancho ne s'est pas trouvé trop bien. Et cette nuit,
Je suis resté presque 2 heures pendu par le bras, sans comprendre du tout comment j'ai pu tomber dans cette infortune. Ainsi me mettre, moi, maintenant, dans une affaire si confuse, à donner mon opinion, reviendrait à commettre un jugement téméraire. Concernant l'affirmation selon laquelle ceci est un bassin et non un aume, j'ai déjà répondu. Mais quant à affirmer que cela est un bas et non un somptueux harnais, je ne me risquerai pas à donner une sentence définitive, et pour toute réponse, je laisse cela à votre bonne opinion, messieurs. Peut-être, n'étant pas armé chevalier comme je le suis, n'aurez-vous rien à voir avec les enchantements de ce lieu, et aurez-vous le jugement libre, et pourrez-vous juger les choses de ce château comme elles sont, réellement et véritablement, et non ainsi qu'elles m'apparaissent. Il ne fait aucun doute, répondit Don Fernando, que le seigneur Don Quichotte a aujourd'hui très bien expliqué que c'est à nous qu'il revient de décider de ce cas. Et pour le faire de manière plus fondée, je recueillerai en secret les votes de ces messieurs, et je donnerai claire et entière communication de ce qui en sortira. Pour ceux qui connaissaient la disposition d'esprit de Don Quichotte, il y avait là matière à beaucoup rire. Mais pour ceux qui l'ignoraient, il n'y avait pas au monde d'aberration plus grande, surtout pour les 4 serviteurs de Don Luis et pour celui-ci en personne, ainsi que pour les 3 autres voyageurs arrivés par hasard à l'auberge et qui avaient l'air d'être de la Sainte Fraternité, comme c'était le cas en effet. Cependant, c'était le barbier qui se désespérait le plus. Là, devant ses yeux, son bassin s'était transformé en aume de membrin, et il pensait que sans aucun doute, son bas allait se transformer en riche et somptueux harnais de cheval. Les uns et les autres riaient de voir comment Don Fernando allait de l'un à l'autre prenant les avis, leur parlant à l'oreille pour qu'ils déclarassent en secret si ce joyau pour lequel on s'était tant battu était un bas ou un somptueux harnais. Après qu'il eut recueilli les votes de ceux qui connaissaient Don Quichotte, il dit « Brave homme, voici le cas. Je suis maintenant las de prendre tant d'avis, car je vois que tous ceux que j'interroge sur ce que je veux savoir me répondent qu'il est aberrant de dire que ceci soit le bas d'un âne, et non un somptueux harnais de cheval, et même de pur sang. C'est pourquoi il te faudra de la force de caractère, car en dépit de toi et de ton âne, ceci est un harnais, et non un bas, et c'est bien mal allégué et prouvé de ta part. » « Que je perde ma part des cieux, dit le susdit barbier, si vous ne vous trompez pas tous, messieurs, et puisse mon âme paraître devant Dieu, aussi bien que je vois là un bas, et non un somptueux harnais. Mais s'en vont les lois, je me tais. Et pourtant je ne suis pas saoul, je n'ai même pas déjeuné, si ce n'est de mes péchés. Les naïvetés du barbier ne faisaient pas moins rire que les divagations de Don Quichotte, lequel dit alors « Nous n'avons donc plus rien à faire ici, et chacun n'a plus qu'à prendre ce qui lui appartient. Si Dieu te l'a donné, Saint-Pierre te bénisse. » Un des 4 serviteurs de Don Luis dit alors « Si ce n'est pas une farce préparée à l'avance, je ne peux pas me persuader que des personnes aussi judicieuses que le sont ou semblent l'être toutes celles qui sont ici présentes se risquent à dire et à soutenir que ceci n'est pas un bassin ni cela un bas. Mais comme je vois qu'elles le disent et le soutiennent, j'en viens à penser qu'une obstination si contraire à ce que nous montre l'expérience et la vérité elle-même a quelque chose de mystérieux. Car je le jure sur... » Il lâcha le juron au complet. « Aucun être vivant au monde ne pourra aujourd'hui me faire croire à l'envers que ceci n'est pas un bassin de barbier, ni cela le bas d'un âne. » « Ou d'une bourrique, peut-être, dit le curé. « Du pareil au même, répondit l'autre. Le cas ne tient pas à cela, mais à savoir si c'est ou si ce n'est pas un bas, comme vous le dites, messieurs. » À ces mots, un des sergents qui venait d'arriver et qui avait écouté la querelle et le litige s'énerva, se mit en colère et dit « C'est un bas où mon père n'est pas mon père, et celui qui a dit ou dira autre chose, il doit être encore dans les vignes. »« Tu mens, vil maraud !» répondit Don Quichotte, et levant sa pique qui ne quittait jamais ses mains, il voulut lui décharger sur la tête un coup qui aurait pu le laisser là allongé si le sergent ne s'était écarté. La pique se brisa en morceaux sur le sol, et les autres sergents, en voyant qu'on maltraitait leurs compagnons, se mirent à crier « Main forte à la Sainte Fraternité !» L'aubergiste appartenait à la confrérie. Il rentra aussitôt chercher sa verge et son épée, et se rangea aux côtés de ses compagnons. Les serviteurs de Don Luis entourèrent le jeune homme pour qu'il ne s'échappe pas à la faveur du tumulte. Le barbier, voyant la maison sans dessus-dessous, empoigna de nouveau son bas. Sancho en fit de même. Don Quichotte mit la main à son épée et courut sur les sergents. Don Luis criait à ses serviteurs de le laisser, lui, et d'aller aux côtés de Don Quichotte, de Cardenio et de Don Fernando, qui tous deux étaient en faveur du chevalier. Le curé s'époumonnait, l'hôtesse criait, sa fille se désolait, Maritorne pleurait, Dorothée était interdite, Lucinda ébahie, Donna Clara évanouie. Le barbier rouait de coups Sancho, Sancho bourrait de coups le barbier.
À un de ses serviteurs qui avait osé le prendre par le bras pour le retenir, Don Luis donna un coup de poing qui lui mit les dents en sang. L'auditeur le défendait. Don Fernando avait sous lui un sergent et prenait beaucoup de plaisir à mesurer son corps à coups de pied. L'aubergiste cria encore « Main forte à la Sainte Fraternité !» Ainsi toute l'auberge n'était que plaintes, cris, hurlements, saisissements, effrois, alarmes, revers de fortune, coups d'épée, torgnoles, coups de bâton, de pied et effusions de sang. Et au beau milieu de ce chaos, de ce brouillamini, de ce labyrinthe, la mémoire de Don Quichotte lui représenta qu'il allait fauchant et ruant dans la discorde du camp d'Agraman. Aussi dit-il, d'une voix qui fit trembler l'auberge. « Que tout le monde s'arrête, que tout le monde rengaine, que tout le monde se calme, que tout le monde m'écoute si tout le monde veut rester en vie. » Tout le monde s'arrêta à cette grande clameur. Il poursuivit. « Ne vous ai-je pas dit, messieurs, que ce château était enchanté, et que toute une région de l'enfer doit y avoir sa demeure? Pour confirmation de quoi, je veux que vous voyiez de vos propres yeux comment tout s'est passé ici, et comment, du camp d'Agraman, la discorde s'est transportée parmi nous. Voyez comment on se bat ici pour l'épée, là pour le cheval, là pour l'aigle, là pour le heaume, et nous nous battons tous, et nous ne nous comprenons pas. Approchez donc, monsieur l'auditeur, et vous, monsieur le curé, que l'un fasse le roi Agraman, l'autre le roi Sobrin, et faisons la paix entre nous. Car sur Dieu Tout-Puissant, ces grandes vilainies que tant de personnes n'a rang aussi haut que le nôtre, nous soyons en train de nous tuer pour des causes si légères. » Les sergents, qui ne comprenaient pas le style de Don Quichotte, et qui se voyaient rudoyés par Don Fernando, Cardenio et leurs compagnons, refusaient de se calmer. Le barbier le voulait, lui, car il avait laissé sa barbe et le bas dans la bagarre. Sancho, au plus petit mot de son maître, obéit en bon serviteur. Les 4 serviteurs de Don Luis restèrent tranquilles eux aussi, voyant combien il leur importait peu de ne pas l'être. Seul l'aubergiste s'entêtait. Il fallait châtier les extravagances de ce fou qui à tout instant lui mettait l'auberge sans dessus-dessous. Finalement, le tumulte s'apaisa pour un temps. Le bar resta un somptueux harnais jusqu'au jour du jugement. Le bassin un heaume, et l'auberge un château, dans l'imagination de Don Quichotte. Tous apaisés et devenus amis sur les persuasions de l'auditeur et du curé, les serviteurs de Don Luis se remirent à insister pour qu'il les accompagne tout de suite, et tandis qu'ils se démenaient avec eux, l'auditeur discuta avec Don Fernando, Cardenio et le curé de ce qu'ils devaient faire dans cette situation. Il la leur exposa, ainsi que les propos que Don Luis lui avait tenus. Ils finirent par convenir que Don Fernando dirait à ses serviteurs qui il était, et qu'il souhaitait que Don Luis vienne avec lui en Andalousie, où son frère, le marquis, l'apprécierait à sa juste valeur. Car à ce qu'on savait de sa disposition d'esprit, il n'allait pas revenir maintenant devant les yeux de son père, dût-il se faire mettre en morceaux. Lorsque les 4 hommes surent la qualité de Don Fernando et la disposition d'esprit de Don Luis, ils décidèrent entre eux que 3 rentreraient pour expliquer à son père ce qui se passait, et que le dernier resterait auprès de lui pour le servir sans le quitter, jusqu'à ce qu'il revienne le chercher ou qu'il sache ce que son père ordonnait. Ainsi se calma cet imbroglio de dispute grâce à l'autorité d'Agraman et à la prudence du roi Sobrin. Mais devant ce mépris, cette tromperie, et le peu de fruits qu'il avait récolté de les avoir tous plongés dans un tel labyrinthe de confusion, l'ennemi de la concorde, l'adversaire de la paix, décida de tenter à nouveau sa chance en suscitant de nouvelles disputes et de nouveaux désordres. Ce qui se passa donc, c'est que les sergents se calmèrent. Ils avaient vaguement compris la qualité de ceux avec qui ils s'étaient battus, et ils se retirèrent de la mêlée, considérant que de quelque façon que les choses se passent, le pire de la bataille serait pour eux. Mais l'un d'eux, celui qui avait été moulu et piétiné par Don Fernando, se souvint que parmi les mandats d'arrêt qu'il avait sur lui contre certains délinquants, il y en avait un contre Don Quichotte, que la Sainte Fraternité avait ordonné d'arrêter pour avoir libéré les galériens, comme Sancho l'avait craint à juste titre. Réfléchissant à cela, il voulut vérifier si le signalement de Don Quichotte qui lui était donné correspondait. Il tira de sa poitrine un étui de parchemin, alla trouver celui qu'il cherchait, se mit à lire lentement car il n'était pas bon lecteur, et portant sur lui ses yeux à chaque parole lue, il comparait point par point le signalement que donnait le mandat avec le visage de Don Quichotte. Il conclut que c'était sans aucun doute l'homme décrit. Dès qu'il en fut sûr, il rangea le parchemin, prit de la main gauche le mandat, empoigna fermement de la droite le cou de Don Quichotte, sans le laisser respirer, et cria « Main forte à la Sainte Fraternité, et pour vous montrer que c'est à juste titre que je l'appréhende, lisez ce mandat, où il est dit d'arrêter ce bandit de grand chemin. » Le curé prit le mandat, et vit que tout ce que disait le sergent était vrai,
que le signalement était celui de Don Quichotte. Celui-ci, en se voyant malmené par ce vil malandrin, sentit sa colère prendre toute sa dimension et les os de son corps craquer. Comme il put, il prit le sergent des 2 mains à la gorge, et s'il n'eût été secouru par ses compagnons, celui-ci eût quitté la vie avant que Don Quichotte eût quitté la prise. Bien forcé de prêter main forte à ceux qui avaient la même charge que lui, l'aubergiste accourut aussitôt. En voyant son mari repartir en bagarre, sa femme repartit dans les cris, et Maritorne et sa fille lui donnèrent le contrepoint en demandant de l'aide au ciel et à tous les présents. Voyant ce qui se passait, Sancho dit « Vive Dieu! Tout ce que mon maître dit sur les enchantements de ce château est vrai, parce qu'il n'est pas possible d'y passer une heure tranquille. » Don Fernando sépara le sergent et Don Quichotte, et à la satisfaction des deux, il dénoua leurs mains fermement rivées, celle de l'un au col du pourpoint de l'autre, celle de l'autre à la gorge du premier. Pour autant, les sergents ne cessaient pas de réclamer leurs prisonniers et de l'aide pour qu'ils soient liés et soient remis en leur pouvoir, car il le fallait ainsi pour le service du roi et de la Sainte Fraternité, au nom de laquelle ils demandaient à nouveau secours et main forte pour capturer ce voleur et brigand de grand chemin. À entendre tenir ces discours, Don Quichotte riait. Très calmement, il leur dit « Venez ici, gens de peu et mal nés, brigandez sur les chemins. Appelez-vous ainsi le fait de rendre la liberté à ceux qui sont enchaînés, de libérer les captifs, secourir les misérables, relever ceux qui sont tombés, aider les nécessiteux? Ah, indignes individus! Tout ce que mérite votre esprit vil et bas, c'est que le ciel ne vous enseigne pas tout le bien que contient la chevalerie errante, ni ne vous donne de comprendre le péché et l'ignorance où vous êtes à ne pas révérer l'ombre, et combien plus la présence de n'importe lequel des chevaliers errants. Venez ici, voleurs diligents et non sergents, bandits de grand chemin sous licence de la Sainte Fraternité. Dites-moi, qui fut l'ignorant qui signa le mandat d'arrestation contre ce chevalier que je suis? Qui put ignorer que tous les chevaliers errants sont exempts de toute loi judiciaire, que leur loi c'est leur épée, leur coutume, leur vaillance, leur décret, leur volonté? Qui fut l'insensé, dis-je une nouvelle fois, qui ne sait qu'il n'est pas de lettre de noblesse qui ait autant de privilèges et d'exemptions que celle qu'acquiert un chevalier errant le jour où il est armé chevalier et se livre au dur exercice de la chevalerie? Quel chevalier errant paya taille, taxes, noces de la reine, monnaie publique, droits de transport et droits fluviaux? Quel tailleur lui porta la facture d'un vêtement qu'il lui eût fait? Quel châtelain, l'accueillant en son château, lui fit payer l'écho? Quel roi ne le fit pas asseoir à sa table? Quelle demoiselle ne s'en éprit pas et ne se donna pas à lui, offerte à son bon plaisir et à sa volonté? Et pour finir, quel chevalier errant le monde connut-il, connaît-il et connaîtra-t-il, qui n'ait assez de gaillardise pour donner à lui seul 400 coups de bâton aux 400 sergents qui se mettraient devant lui? Et c'est la fin du chapitre 45, les amis. Nous marquons une petite pause. Pfiou! J'ai très mal à la gorge. Enfin, j'ai très mal, non, j'exagère, ça va à peu près, mais j'ai quand même pas mal forcé. Mais après, là, il y avait de l'action, là, il y avait de la vie. Il fallait que ça soit un petit peu vivace. En tout cas, j'ai bien aimé ce passage, je sais pas pour vous. J'ai beaucoup aimé ces 2 chapitres qu'on vient de lire. Alors, Ah, je connais pas du tout Monster of the Week, du coup. Mais ouais, j'ai beaucoup apprécié les deux nouvelles, j'allais dire. Comme quoi, vraiment, il y a ce principe-là qui ressort que, ouais, un bouquin, en fait, c'est juste une succession de nouvelles très souvent. Un chapitre pourrait être une nouvelle à part entière. Mais j'ai beaucoup apprécié les 2 chapitres qu'on a lus. C'était très animé, c'était très vivant. Il n'y a jamais eu autant de personnages. Je pense qu'on a un nouveau record. Je pense que jusqu'à présent, le record, ça devait être dans Peter Pan, peut-être. Il y a des chances que ce soit dans Peter Pan, je pense. Mais je crois que j'ai jamais eu autant de personnages dans une seule scène. C'était un peu complexe. Et j'espère que du coup, c'était compréhensible et relativement facile à suivre. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu autant de personnages à faire dans un seul dialogue, dans une seule scène, en un même endroit. En plus, il y en a beaucoup qui sont actifs, quoi. Il y en a beaucoup qui prennent la parole. Donc c'était un joyeux bordel, j'ai envie de dire, en fait. Mais j'ai kiffé. J'ai tellement kiffé. Il y avait de la vie dans ces chapitres, je trouve. Ça fait du bien, en fait.
clairement, c'est ça qui dénote, enfin qui détonne plutôt par rapport au reste. C'est c'est clairement le fait que on a eu beaucoup de chapitres en quasi-monologue en fait, parce que c'était de la narration d'un personnage, même pas du narrateur officiel si je peux dire, mais d'un personnage. Et là, du fait de retourner au dialogue, ça a dynamité complètement le dialogue. J'ai trouvé ça hyper, ouais, hyper dynamique, c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup apprécié. Et on a de nouveau ces côtés très humoristiques, euh, ces grands discours qui veulent un peu rien dire, tous les personnages qui sont un petit peu ridicules mais pour des raisons différentes parce qu'au final ils sont tous à se moquer de Don Quichotte plus ou moins, mais je les trouve assez ridicules aussi en fait. Je sais pas si c'est pas un truc qui est peut-être volontaire de la part de Cervantes justement. Je sais pas si vous ressentez comme moi, mais moi j'ai l'impression que certes Don Quichotte est moqué de tous et tout le monde rit de lui, sauf que je le trouve, enfin si je le trouve, il est un peu, il est un peu fou quoi, mais au moins je vais dire je le trouve relativement logique, relativement cohérent dans sa folie, etc., etc. Et relativement gentil, avec des gros guillemets. Parce que bon, quand il passe à l'attaque, il met des grosses mandales sans trop réfléchir. En fait, c'est ça le problème, c'est que voilà, sa manière de réfléchir est un peu hâtive et un petit peu beaucoup biaisée surtout. Mais dans l'absolu, je trouve que en contraste avec les autres personnages qui l'entourent, il est beaucoup plus sympathique et il est beaucoup moins, comment dire, bah en fait, il paraît beaucoup plus gentil. Je trouve que c'est les personnages autour de lui à vouloir organiser des fights et ainsi de suite pour se moquer de lui, lui mentir, organiser des faux discours, des faux prétextes à dispute et ainsi de suite, où je les trouve vicieux en fait. Je les trouve cruels, je les trouve vicieux à se moquer de quelqu'un dont voilà, ils sont en train de tous se mettre dans la confidence que Don Quichotte il est spécial en somme et que et voilà, ils profitent tous de cette folie pour s'en moquer et pour rire de lui ensemble, etc. Enfin ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de vicieux et de cruel presque chez tous les personnages, alors que Don Quichotte, certes, il est complètement à l'ouest, mais au moins il a une cohérence dans sa logique et il suit des valeurs qui, même si elles sont mal peut-être mises au mauvais endroit, on va dire, bah, sont peut-être davantage humanistes entre guillemets parce que voilà, lui il pense qu'il fait le bien, etc., etc. Bien que certainement les autres personnages ne pensent pas faire du mal, hein, mais, euh, mais par exemple, ce qui m'a étonné et à la fois pas tant étonné que ça, c'est Don Quichotte qui d'un seul coup arrête. Alors en fait, je trouvais ça étonnant et drôle, mais a posteriori, je me dis bah c'est pas si étonnant au final. Don Quichotte qui arrête tout le fight où tout le monde se met sur la gueule pour dire mais attendez, c'est pas normal, on devrait pas en arriver là, c'est pas normal qu'on se foute sur la gueule pour des choses aussi futiles. Donc en fait, c'est ouf parce que dans sa folie, il a quand même davantage les bonnes valeurs, je trouve. Enfin, je sais pas. Je sais pas si vous me suivez là-dessus, je sais pas si c'est que mon interprétation, je sais pas si c'était la volonté de l'auteur ou pas de faire transcrire ça, mais j'ai beaucoup aimé ces deux chapitres. J'ai trouvé très intéressant. Et du coup, en plus, à la fin, ça y est, la Sainte Fraternité veut peut-être embarquer, enfin, veut même carrément embarquer Don Quichotte. Est-ce qu'il va y avoir une suite à tout cela? Certainement. Et puis encore une fois, oui, comme tu le disais, Mopito, encore un merveilleux hasard, le monde est petit, puisque on a eu le retour de l'autre barbier. Ça y est, en plus, pour pas compliquer la chose, il y a deux barbiers dans l'histoire maintenant. Enfin, il y en avait déjà deux, mais là, il y a les deux barbiers au même endroit, et ainsi de suite. Enfin, bon, bref. Mais, mais ouais, ça pareil, encore une fois, c'est... En fait, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, je pense, dans ces deux chapitres, c'est que c'est un peu le point d'orgue, j'ai l'impression. C'est un peu le festival. C'est un peu... On a installé plein d'histoires, on a installé plein de personnages depuis le début,
plein d'histoires et de personnages sur lesquels on est passé très brièvement parfois. Et là, il y a un melting pot, ils sont tous réunis, et ça fout un imbroglio, comme il le disait dans le texte, pas possible. Et ouais, je trouve ça explosif, mais hyper agréable en fait. Ça donne vraiment une scène de vie. Enfin, ouais, non, c'est pas vraiment ce que je veux dire. Ça donne vraiment une scène très vivante, quoi, très dynamique. J'aime beaucoup. Enfin voilà, j'ai un très bon ressenti sur ces derniers chapitres, ça fait plaisir. Du coup, je vais vous lire le chapitre 46 et 47 d'une traite, je pense. C'est un chouïa plus long, mais de pas grand chose pour être franc. Je crois que c'est 10 et 13 pages, un truc comme ça. Donc ça devrait aller relativement vite. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a eu aussi l'histoire de Don Luis, du coup, qui s'est ajoutée à tout ça. Bon, je vous avoue que c'est pas l'histoire qui m'a le plus intéressé. Et il commence à y avoir tellement d'histoires en parallèle les unes des autres. Euh, En vérité, il y a assez peu d'histoires qui ont... Enfin, il y a relativement peu d'histoires sur le nombre d'histoires qui se passent en parallèle, qui trouvent grâce à mes yeux et où je me dis, ah ça c'est intéressant. Mais ça participe de de la cacophonie générale et du festival d'absurdité, et du coup j'aime bien. Bien, on va pouvoir recommencer. Je vais peut-être me calmer un peu parce que là je sens quand même euh, que j'ai pas mal tiré sur les cordes vocales. Ah, faudrait que je fasse des exercices d'échauffement des cordes vocales. J'imagine mes cordes vocales à l'intérieur de mon corps avec des petites haltères comme ça. Is. Bon, trêve de débilité. Qu'est-ce que je raconte? Mais qu'est-ce que je raconte? On va pouvoir partir pour les deux prochains chapitres. Alors, et puis, bah, je vais vous souhaiter encore une bonne écoute à tous. Je sais pas qui est resté, qui est parti, donc je vous souhaite juste une bonne écoute générale, que vous me regardiez sur Twitch ou sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques minutes, à mon avis une trentaine à peu près, pour l'outro, les amis. Chapitre 46. De la remarquable aventure des sergents et de la grande férocité de notre bon chevalier Don Quichotte. Pendant que Don Quichotte parlait, le curé s'employait à persuader les sergents du fait qu'il était hors de jugement, comme on le voyait par ses actes et par ses paroles, et qu'ils n'avaient pas à poursuivre plus longtemps cette affaire. Même s'ils l'arrêtaient et l'emmenaient, ils auraient ensuite à le relâcher en tant que fou. Celui qui portait le mandat répondit qu'il ne lui appartenait pas de juger de la folie de Don Quichotte, mais de faire ce que son supérieur lui ordonnait. Une fois arrêté, il pouvait bien le relâcher 300 fois. Malgré tout, pour cette fois, vous ne devez pas l'emmener, et il ne se laissera pas emmener d'après moi. Finalement, le curé sut leur en dire tant. Don Quichotte sut faire tant de folie, que les sergents auraient été plus fous que lui s'ils n'avaient pas reconnu ce qui lui manquait. Ils pensèrent donc qu'il était préférable de s'apaiser, et même de jouer les modérateurs entre le barbier et Sancho Panza, qui poursuivaient toujours avec beaucoup de rancœur leur querelle. En tant qu'officiers de justice, ils finirent par servir de médiateurs dans ce litige qu'ils arbitrèrent de manière à rendre les deux parties, sinon comblées, du moins à demi satisfaites, car on échangea les bas, mais pas les sangles ni le licou. Quant au haume de Membrun, le curé, sous cape, et sans que Don Quichotte entendît, donna 8 réaux pour le bassin au barbier, lequel lui fit une déclaration de reçu par laquelle il renonçait à porter plainte pour abus, désormais et pour toujours. Amen. Ces deux querelles apaisées, et c'étaient les plus importantes et les plus sérieuses, restait à faire que les serviteurs de Don Luis acceptent que 3 d'entre eux repartent, et que le 4e demeure pour l'accompagner là où il voudrait l'emmener. Et comme la bonne, voire la meilleure fortune, avait commencé à rompre des lances et à lever les obstacles en faveur des amoureux de l'auberge et des gens de bien qui s'y trouvaient, elle voulut aller jusqu'au bout et donner à tout un heureux dénouement, car les serviteurs acceptèrent tout ce que voulait Don Luis, au grand plaisir de Donna Clara, car personne à ce moment n'aurait pu regarder son visage sans y reconnaître la joie de son âme. Tout en ne comprenant pas bien tout ce qu'elle avait vu, Zoraïda s'attristait et se réjouissait au juger
d'après ce qu'elle voyait, et remarquait sur les visages de chacun, et tout particulièrement de son espagnol, qu'elle ne quittait pas des yeux. Son âme lui était suspendue. L'aubergiste, qui n'avait pas oublié le présent et la récompense du curé au barbier, demanda l'écho de Don Quichotte avec le dégât des outres et le gaspillage du vin, jurant que Rocinante ne sortirait pas de l'auberge, ni l'âne de Sancho, avant qu'il ait été payé jusqu'au plus petit sou. Le curé arrangea tout, et Don Fernando paya, même si l'auditeur avait lui aussi proposé de très bon cœur de le faire. Et tout le monde se retrouva calme et tranquille, si bien que l'auberge ne rappelait plus cette discorde du camp d'Agraman dont avait parlé Don Quichotte, mais la paix, le calme du temps d'Octavien. Ce dont il fallait rendre grâce, selon l'opinion commune, aux bons sentiments et à la grande éloquence de monsieur le curé, et à l'incomparable libéralité de Don Fernando. Lorsqu'il se vit libre et débarrassé de tant de querelles comme son écuyer l'était des siennes, Don Quichotte pensa qu'il fallait reprendre son voyage interrompu, et achever cette grande aventure pour laquelle il avait été appelé et élu. C'est pourquoi, fermement résolu, il alla s'agenouiller devant Dorothée, qui refusa qu'il dît un mot avant de s'être relevé. Pour lui obéir, il se mit debout et dit « Chère madame, un proverbe bien connu dit que la diligence est mère de bonne aventure, et l'expérience a montré que dans bien des affaires importantes, le zèle de celui qui s'en occupe conduit à bonne fin le cas douteux. Mais cette vérité n'est jamais plus évidente que dans celle de la guerre où la célérité, la rapidité devancent les plans de l'ennemi et obtiennent la victoire avant qu'il se soit mis en défense. Tout cela dit, belle et haute dame, parce qu'il me semble que notre séjour en ce château est désormais sans profit, qu'il pourrait s'avérer dommageable et que nous risquerions de nous en ressentir quelques jours. Car qui sait si ton ennemi le géant n'a pas déjà appris, par des espions diligents et occultes, que je m'en viens le détruire, et si, avec les possibilités que lui offre le temps, il ne se fortifie pas dans quelque inexpugnable château, quelque forteresse où vaudraient peu mes diligences et la force de mon bras infatigable. Aussi, chère madame, prévenons ces plans par notre rapidité, et partons tout de suite à la bonne aventure. Ta grandeur ne tardera pas plus à trouver celle-ci à son désir, que je tarderai à me voir en face de ton ennemi. » Il se tut, resta silencieux, attendant très calmement la réponse de la belle infante, laquelle, dans une attitude seigneuriale, accommodée au style de Don Quichotte, parla ainsi. « Je te remercie, sire chevalier, de me manifester ton désir de me secourir dans ma grande désolation, en vrai chevalier auquel il appartient et convient de secourir orphelins et nécessiteux. Fasse le ciel que ton désir et le mien se réalisent, afin que tu vois qu'il est au monde des femmes reconnaissantes. Quant à mon départ, qu'il se fasse sur l'heure, je n'ai pas d'autre volonté que la tienne. Dispose de moi à ta guise, à ta volonté. Celle qui une fois t'a confié la défense de sa personne, qui a mis en tes mains la restauration de sa royauté, ne saurait aller contre ce que ta prudence ordonna. À la grâce de Dieu, puisqu'il en est ainsi que ta hauteur s'abaisse humblement devant moi, je ne veux pas perdre l'occasion de la relever en la plaçant sur son trône héréditaire. Partons tout de suite, car ce qu'on dit souvent qu'il y a péril en la demeure, éperonne mon envie de me mettre en route. Et puisque le ciel n'a pas créé et que l'enfer n'a jamais vu personne qui m'effraie ou m'aquardise, Sancho, selle Rocinante, prépare ton âne et le palefroid de la reine, prenons congé du châtelain et de ses seigneurs, et partons sans tarder. Sancho avait assisté à toute la scène. Il dit en secouant la tête d'un côté et d'autre. « Ah, monsieur, monsieur, comme au hameau le mal est pire que ce que sonnent les cloches. Soit dit avec excuse auprès des honorables dames. Quel mal peut-il y avoir au hameau et dans toutes les villes du monde, et qui puisse sonner à mon désavantage, espèce de gueux? Si vous vous mettez en colère, monsieur, je me tairai, et ne vous dirai pas ce que j'ai l'obligation de vous dire en tant que bon écuyer, comme un serviteur doit le faire avec son maître. Dis ce que tu veux, pourvu que tes paroles ne visent pas à me faire peur. Si tu as peur, fais selon ce que tu es. Si je n'ai pas peur, je fais selon ce que je suis. Ce n'est pas ça, pécheur que je fus devant Dieu. C'est que je sais de façon sûre et avérée que cette dame qui dit qu'elle est la reine du grand royaume de Mokomakaki ne l'est pas plus que ma mère, car si elle était ce qu'elle dit, elle ne serait pas à se frotter le museau à tout bout de champ avec l'un de ces messieurs, dès qu'on tourne la tête. » Au propos de Sancho, Dorothée devint toute rouge. Il était vrai que son époux Don Fernando avait parfois, en cachette du regard des autres, cueilli sur ses lèvres une part du salaire que méritaient ses désirs. Sancho l'avait vu, et avait trouvé que ce genre de liberté était plus digne d'une courtisane que de la reine d'un si grand royaume. Elle ne put ni ne voulut lui répondre, et le laissa poursuivre.
Je le dis, monsieur, parce que si après avoir parcouru les chemins et les routes, et avoir passé de mauvaises nuits et des journées pires encore, c'est celui qui prend du bon temps dans cette auberge qui doit aller cueillir le fruit de nos travaux, pas la peine de me presser pour sceller aussi Nantes, préparer mon âne et harnacher le palefroid, parce qu'il vaudra mieux que nous restions bien tranquilles, que chaque pute s'enfile sa quenouille, et nous on va manger. Que Dieu m'aide, oh, que grand fut le courroux que conçut Don Quichotte lorsqu'il entendit les insolences de son écuyer. Il fut si grand, dis-je, que bafouillant, bredouillant, jetant le feu par les yeux, il dit « Ô sordide faquin, rustre, insolent, ignorant, grossier, mauvaise langue, effronté, médisant, diffamateur, as-tu osé dire ces mots en ma présence et en celle de ces dames illustres? As-tu osé faire entrer dans ton imagination ces obscénités, ces impudences? Fuis ma présence, monstre de la nature, réservoir de mensonges, armoire à calomnie, cave à gueuserie, inventeur de scélératesse, divulgueur d'insanité, ennemi du respect dû aux personnes royales, fuis, ne parais plus devant moi sous peine de mon ire. » Disant ces mots, il écarquilla les sourcils, gonfla les joues, regarda de tous côtés, et du pied droit frappa un grand coup sur le sol. Autant de signes de l'ire que contenaient ses entrailles. Devant ces mots, cette attitude furibonde, Sancho se fit si petit, si craintif, qu'il eût voulu qu'à cet instant la terre s'ouvrît sous ses pieds et l'engloutît. Ne sachant que faire, il tourna le dos et fuit de la présence courroucée de son maître. Mais la perspicace Dorothée, qui maintenant connaissait bien la disposition d'esprit de Don Quichotte, dit pour tempérer sa colère « Seigneur chevalier à la triste figure, point ne t'indigne des sottises qu'a dites ton bon écuyer. Peut-être en effet ne les aura-t-il pas dites sans occasion. Son bon entendement, sa conscience chrétienne n'autorise pas à suspecter un faux témoignage de sa part. Aussi doit-on croire, sans qu'on puisse en douter, que, puisque dans ce château tout va, tout se fait par mode d'enchantement ainsi que toi-même tu l'as dit. Il pourrait se faire, dis-je, que ce soit par cette voie diabolique que Sancho ait vu ce qu'il dit avoir vu, et qui est si offensant pour mon honneur. » Don Quichotte dit alors « Par le Dieu tout-puissant, je jure que ta grandeur a mis dans le mille. Quelque vision mauvaise a dû s'élever devant ce pécheur de Sancho, et lui a fait voir ce qu'il était impossible de voir autrement que par mode d'enchantement. Je connais bien en effet la simplicité et la naïveté de ce malheureux, qui est incapable d'élever de faux témoignages contre quiconque. » « Il en est ainsi, et il en sera ainsi, » dit Don Fernando. « C'est pourquoi, seigneur Don Quichotte, vous devez lui pardonner, et le ramener au giron de votre grâce, sicut erat in principio, avant que ces visions-là le privent de son jugement. » Don Quichotte répondit qu'il lui pardonnait. Le curé alla chercher Sancho qui arriva tout humble, s'agenouilla et demanda à son maître sa main. Il la lui donna, et après l'avoir laissé l'embrasser, il lui donna sa bénédiction en disant « Maintenant, Sancho, mon fils, tu seras définitivement convaincu de la vérité de ce que je t'ai dit bien des fois, que tout dans ce château se fait par voie d'enchantement. » « Oui, je le crois, sauf l'histoire de la couverture, qui s'est passée réellement et par voie ordinaire. »« Ne le crois pas, s'il en avait été ainsi, je t'aurais vengé alors et même maintenant. Mais ni alors ni maintenant je ne pus tirer, ni ne vis de qui tirer vengeance de ton affront. » Tout le monde voulut savoir ce que c'était que cette histoire de couverture, et l'aubergiste leur raconta point par point les envolées de Sancho Panza dans les airs, ce dont tout le monde ne rit pas peu, et ce dont Sancho ne se serait pas moins énervé si son maître ne lui avait pas assuré une fois de plus que c'était un enchantement, encore que la sottise de Sancho n'alla jamais jusqu'à croire qu'il n'était pas vérité pure et avérée, sans aucune tromperie au milieu, qu'il eût été berné par des individus en chair et en os, et non par des fantômes rêvés ou imaginés, comme son seigneur le croyait et l'affirmait. Il y avait maintenant 2 jours que cette illustre compagnie résidait à l'auberge. Et comme il leur semblait qu'il était maintenant temps de partir, ils prirent leurs dispositions pour que, tout en épargnant à Dorothée et à Don Fernando la peine de l'accompagner, le curé et le barbier pussent ramener comme ils voulaient Don Quichotte à son village et essayer de soigner sa folie chez lui. Voici comment ils procédèrent. Ils se mirent d'accord avec un charretier de bœufs qui se trouva passer par là, pour qu'il l'emmenât de la façon suivante. Avec des piquets croisés, ils firent une sorte de cage, capable d'accueillir commodément Don Quichotte. Aussitôt après, Don Fernando et ses compagnons, les serviteurs de Don Luis, les sergents et aussi l'aubergiste, tous obéissant aux ordres et aux avis du curé, se cachèrent le visage et se déguisèrent pour que Don Quichotte crût à d'autres personnes que celles qu'il avait vues dans ce château. Après quoi ils entrèrent dans le plus grand silence dans la pièce où il dormait et récupérés des combats passés, s'approchèrent de lui qui dormait tranquillement sans se douter de tout cela, l'empoignèrent fermement et lui attachèrent solidement les mains et les pieds. Lorsqu'il se réveilla tout alarmé,
Il ne pouvait bouger, ni faire autre chose que s'étonner, s'ébahir de voir devant lui des visages si étranges. Puis il réalisa ce que son imagination délirante lui représentait continuellement, et il crut que toutes ces figures étaient les fantômes de ce château enchanté, car il ne pouvait ni bouger ni se défendre. Exactement comme le curé qui avait conçu cette machination l'avait prévu. Parmi les présents, il n'y avait que Sancho qui eut son bon jugement et fut son propre personnage. Bien qu'il ne fût pas loin d'avoir la même maladie que son maître, il ne manqua pas de reconnaître ces personnages masqués, mais n'osa pas ouvrir la bouche pour voir jusqu'où irait cette attaque contre son maître et son arrestation. Celui-ci ne disait pas un mot lui non plus, attendant de voir le terme de son infortune. Et il arriva qu'ils apportèrent la cage, l'y enfermèrent et clouèrent si fortement les barreaux que plusieurs secousses n'auraient pas pu ouvrir. Puis ils la prirent sur leur dos. Au sortir de la pièce, on entendit une voix, effrayante autant que le pouvait le barbier. Pas celui du bas, l'autre. « Ô chevalier à la triste figure, point ne doit te tourmenter de la prison où tu te trouves, car ainsi convient afin d'achever plus vite la grande aventure où ta grande âme t'a mis. Elle s'achèvera lorsque le furibond lion mancheté et la blanche colombe Tobosine s'accoupleront ayant incliné leurs nuques altières sous le doux joug matrimonial, prodigieuse alliance d'où viendront à la lumière de l'orbe de fiers petits qui imiteront les griffes rampantes de leur valeureux père. Et sera lorsque le poursuivant de la nymphe fugitive aura, de son cours naturel et vif, par 2 fois visité les images lumineuses. Et toi, ô le plus noble et le plus obéissant des écuyers, qui ait jamais porté l'épée à la ceinture, la barbe au visage et le flair aux narines, ne perds courage ni ne te fâche à voir emmener ainsi sous tes yeux la fleur de la chevalerie errante. Car bien vite, s'il plaît ainsi au grand artisan du monde, tu te verras élevé si haut que point ne te connaîtra, et lorsque sera avéré que point ne seront démenties les promesses à toi faites par ton bon seigneur, eh bien puis-je t'assurer de la part de la sage mensonge naine que ton salaire te sera payé comme le verras dans les faits. Suis les traces du valeureux et enchanté chevalier, car il te convient d'aller où tous deux vous parviendrez, et puisqu'il ne m'est licite de t'en dire plus, Dieu soit avec toi, moi je retourne où je sais. » À la fin de la prophétie, il fit monter la voix dans l'aigu, puis la fit redescendre avec des accents si émouvants que même ceux qui étaient au parfum de la supercherie furent tout près de croire que ce qu'ils entendaient était vrai. Don Quichotte fut consolé d'avoir entendu cette prophétie, car il en rassembla aussitôt la signification complète, et vit qu'il lui était promis de se voir uni en saint et légitime mariage avec son aimée Dulcinée du Toboso, de l'heureux ventre de laquelle sortiraient des petits, c'est-à-dire ses fils, pour la gloire perpétuelle de la Manche. Il y prêtait foi, fortement, fermement. Aussi, éleva-t-il la voix et dit-il dans un grand soupir. « Ô toi, qui que tu sois, qui m'as tant de bien prophétisé, je t'en prie, dis de ma part au mage enchanteur chargé de mon cas, qu'il ne me laisse pas périr en cette prison dans laquelle on m'emporte à présent, avant de voir s'accomplir des promesses aussi heureuses et incomparables que celles qui en ce lieu m'ont été faites. Que cela soit, et je tiendrai pour gloire les peines de ma prison, pour allègement les chaînes qui me chargent, et le lit où on me couche non pour dur champ de bataille, mais pour molle repos et bienheureuse couche. Quant à ce qui regarde la consolation de mon écuyer Sancho, j'ai confiance en son bon naturel et en sa bonne conduite. Il ne m'abandonnera ni en bon ni en mauvais hasard. Car si sa courte fortune ou la mienne faisait que je ne puisse pas lui donner l'île que je lui ai promise, ou quelque chose d'équivalent, du moins son salaire ne pourra se perdre, car sur mon testament qui est déjà fait, je laisse par écrit ce qu'on doit lui donner conformément non à ses bons et nombreux services, mais à mes ressources. » Sancho Panza s'inclina avec beaucoup de respect et lui baisa les 2 mains. Il n'eut pu en baiser une seule, puisqu'elles étaient attachées ensemble. Aussitôt ces spectres prirent la cage sur leurs épaules, et ils l'installèrent sur le char à bœufs. Chapitre 47. De la façon extraordinaire dont Don Quichotte de la Manche fut enchanté, avec d'autres événements fameux. Lorsque Don Quichotte se vit encagé de cette façon, et sur un char à bœufs, il dit « J'ai lu bien des histoires de chevaliers errants, et de très sérieuses, mais jamais je n'ai lu ni vu ni entendu qu'on emportât ces chevaliers errants de cette façon-là, avec la lenteur que promettent ces lents et poussifs animaux. D'ordinaire, en effet, on les emporte par les airs à une vitesse extraordinaire, enfermés en quelque sombre et obscur nue ou sur quelque char de feu,
ou bien quelque hippogriffe ou une bête du même genre, mais qu'aujourd'hui on m'emporte, moi, sur un char à bœufs. Vive Dieu, cela me trouble. Peut-être cependant qu'à notre époque la chevalerie et les enchantements suivent des voies différentes de celles qu'on a suivies autrefois. Il pourrait aussi se faire que, comme je suis un nouveau chevalier dans ce monde, le premier qui ait ressuscité l'exercice déjà oublié de la chevalerie errante, on ait aussi nouvellement inventé d'autres genres d'enchantements et d'autres façons d'emporter les enchantés. Qu'en dis-tu, Sancho, mon fils? Moi, je ne sais pas ce que j'en dis, parce que je ne suis pas aussi savant dans les écritures errantes. Et pourtant, je me risquerais malgré tout à affirmer et à jurer que les spectres qui errent par ici ne sont pas très catholiques. Catholique? Ah, mon père, comment pourrait-il être catholique, puisque ce sont tous des démons qui ont pris des corps fantastiques pour venir faire ça et me mettre dans cette situation. Et si tu veux voir cette vérité, touche-les, palpe-les, tu verras qu'ils n'ont pas de corps, seulement un corps aéré, et qui ne consiste qu'en l'apparence. Pardieu, monsieur, je les ai déjà touchés, et ce diable qui erre de ce côté-ci, et qui est si attentionné, est plutôt bien en chair. Et il a une autre caractéristique très différente de celle des démons, à ce que j'ai entendu dire. Car, ce qu'on dit, c'est qu'ils sentent tous le soufre, et d'autres mauvaises odeurs, et celui-là, il sent l'ambre à une demi-lieue. Sancho parlait de Don Fernando, lequel, en grand seigneur qu'il était, sentait probablement ce qu'il disait. Sancho, mon ami, ne t'en étonne pas. Tu dois savoir en effet que les diables en savent long, et même s'ils portent des odeurs sur eux, ils ne sentent rien, car ce sont des esprits. Et s'ils sentent, ils ne peuvent pas sentir quelque chose de bon, mais de mauvais, de puant. La raison en est que, où qu'ils aillent, ils portent l'enfer avec eux, et ne peuvent recevoir aucune forme de soulagement dans leur tourment. Or la bonne odeur est chose délectable et plaisante, il n'est donc pas possible qu'ils sentent quelque chose de bon. S'il te semble à toi que le démon dont tu parles sent l'ambre, ou bien tu te trompes, ou bien c'est qu'il veut te tromper, en faisant que tu ne le prennes pas pour un démon. Pendant toute cette conversation entre le maître et le serviteur, Don Fernando et Cardenio, craignant que Sancho ne finisse par se rendre compte de toute la supercherie, et il en était tout près, décidèrent d'abréger le départ. Ils prirent à part l'aubergiste et lui ordonnèrent de sceller Rocinante et de bâter l'âne de Sancho. Il le fit en toute hâte. Au même moment, le curé venait de se mettre d'accord avec les sergents pour qu'ils l'accompagnent jusqu'à son village moyennant tant par jour. Cardenio accrocha à l'arçon de la selle de Rocinante d'un côté le bouclier, de l'autre le bassin. D'un geste, il ordonna à Sancho de monter sur son âne et de prendre les rênes de Rocinante, et il plaça de chaque côté du char à bœufs 2 sergents avec leur arquebuse. Mais le char ne s'était pas mis en mouvement que la femme de l'aubergiste, sa fille et Maritorne, sortirent prendre congé de Don Quichotte en feignant de pleurer de douleur sur son malheur. Don Quichotte leur dit: Point ne pleurez, bonne dame, car tous ces malheurs sont conjoints à ceux qui professent ce que je professe, et si ces calamités point ne m'arrivoient, point ne me tient droit pour chevalier errant fameux. Car chevalier de renom petit, de réputation courte, jamais ne connaissent tel cas, car il n'est personne au monde pour avoir souvenir d'eux, mais bien les valeureux, leur valeur et leur vaillance suscitant l'envie de moult princes et autres chevaliers, qui par mâles voies essaient de détruire les bons. Mais la valeur peut tant que seule, en dépit de toute la nécromancie que s'use Zoroastre, premier inventeur d'Icelle, elle sortira victorieuse de chaque épreuve, et donnera lumière au monde comme le soleil au ciel. Pardonnez, belle dame, si par négligence vous fit des plaisirs quelconques, car volontairement et consciemment jamais n'en fis à personne. Priez Dieu me sortir de ces prisons où quelque enchanteur mal intentionné m'a mis. Si libre mentir, point ne perdrait mémoire des bons offices qu'en ce château m'avait fait, pour vous en rendre grâce, vous servir et récompenser comme vous méritez. Pendant cet entretien avec les dames du château, le curé et le barbier prirent congé de Don Fernando, de ses compagnons, du capitaine et de son frère, et de ces dames qui étaient toutes réjouies, Dorothée et Lucinda tout particulièrement. Tout le monde s'embrassa. On convint de se donner des nouvelles. Don Fernando disait au curé où lui écrire pour l'informer du sort de Don Quichotte, en l'assurant que rien ne lui ferait plus plaisir que de le savoir. Lui-même l'informerait de tout ce qui lui semblerait pouvoir lui faire plaisir, son mariage, le baptême de Zoraïda, ce qui allait se passer pour Don Luis, et le retour de Lucinda chez elle. Le curé promit de faire très ponctuellement tout ce qu'on lui écrirait. On s'embrassa à nouveau on se fit des promesses. L'aubergiste alla donner au curé des papiers qu'il avait trouvés, dit-il, dans la doublure de la mallette où on avait trouvé la nouvelle du curieux mal avisé, puisque son maître n'était pas revenu ici, qu'il emporte tout. Lui, ne sachant pas lire, n'en voulait pas. Le curé le remercia, et ouvrant tout de suite,
il vit que le début de l'écrit disait Nouvelle de Rinconete et Cortadillo, d'où il comprit qu'il s'agissait d'une nouvelle, et supposa que puisque celle du curieux malavisé avait été bonne, celle-ci le serait aussi, car les deux pouvaient être du même auteur. Il la garda donc, comptant la lire à l'occasion. Il monta à cheval, comme son ami le barbier, tous deux avec leurs masques, pour éviter d'être aussitôt reconnus par Don Quichotte. Ils se mirent en route derrière la charrette dans l'ordre suivant. D'abord celle-ci, menée par son propriétaire, avec de chaque côté, comme on l'a dit, 2 sergents et leurs arquebuses, puis Sancho Panza, monté sur son âne, et menant Rocinante en bride. Derrière venaient le curé et le barbier, sur leurs puissantes mules, le visage masqué comme on l'a dit, avançant dans une attitude digne et calme, sans aller plus vite que ce que permettait le palan des bœufs. Don Quichotte était assis dans la cage, les mains liées, appuyé au barreau, jambes allongées, silencieux et patient, comme s'il n'était pas un homme de chair, mais une statue de pierre. C'est dans cette lenteur et dans ce silence qu'ils firent environ 2 lieues, et arrivèrent dans une vallée que le bouvier trouvait propice au repos et à la pâture des bœufs. Il le dit au curé, mais le barbier proposa d'avancer encore un peu, car il savait que derrière une petite hauteur qu'on voyait tout près, il y avait une vallée plus herbeuse, préférable à celle où il voulait s'arrêter. Le curé suivit cet avis, et ils reprirent donc leur route. C'est alors que le curé se retourna et vit venir dans leur dos 6 ou 7 cavaliers bien montés et équipés, qui les rejoignirent très vite, car ils ne voyageaient pas avec le flegme et la placidité des bœufs, mais en gens montés sur des mules de chanoines et désireux de vite arriver à l'auberge qu'on voyait à moins d'une lieue. Les indolents furent rattrapés par les diligents, et on se salua avec courtoisie. L'un de ceux-ci, qui s'avéra chanoine de Tolède, et le maître de ceux qui l'accompagnaient, ne put s'abstenir en voyant le cortège organisé que formait la charrette, les sergents, Sancho, Rocinante, le curé et le barbier, et surtout Don Quichotte, prisonnier dans sa cage, de demander ce que signifiait le fait de transporter un homme de cette façon-là, même s'il avait pu déjà s'imaginer, en voyant les insignes des sergents, qu'il devait s'agir de quelques brigands de grand chemin ou d'un autre genre de délinquants dont le châtiment incombait à la sainte fraternité. Celui des sergents qui reçut la question répondit ainsi. Monsieur, ce que signifie la manière d'aller de ce gentilhomme qu'il vous le dise, lui, parce que nous n'en savons rien. Don Quichotte l'entendit, et dit. Peut-être, seigneur chevalier, êtes-vous versés et savants dans ce qu'on appelle la chevalerie errante? Si vous l'êtes en effet, je vous expliquerai mes infortunes, et sinon, inutile que je me fatigue à vous en parler. Le curé et le barbier, qui avaient vu que les voyageurs étaient en discussion avec Don Quichotte de la Manche, venaient d'arriver. Ils voulaient répondre sans révéler leur stratagème. Le chanoine, à qui Don Quichotte s'était adressé, répondit. Mon ami, en vérité, je m'y connais plus dans les livres de chevalerie que dans les abrégés de logique de Villalpando. Aussi, s'il ne s'agit que de cela, vous pouvez sans crainte m'expliquer ce que vous voudrez. À la grâce de Dieu. S'il en est ainsi, je veux donc que vous sachiez, monsieur le chevalier, que je vais enchanter dans cette cage, à cause de l'envie et de la perfidie de malins enchanteurs, car la valeur est plutôt persécutée par les mauvais qu'elle n'est aimée par les bons. Je suis un chevalier errant, non de ceux dont jamais la renommée n'a retenu le nom pour les éterniser dans sa mémoire, mais de ceux dont, malgré l'envie elle-même et en dépit d'elle, comme de tous les magiciens qu'engendra la Perse, de tous les brahmanes de l'Inde, de tous les gymnosophistes d'Éthiopie, elle gravera le nom dans le temple de l'immortalité pour qu'il serve d'exemple et de modèle au siècle futur, où les chevaliers errants pourront voir les traces qu'ils devront suivre s'ils veulent parvenir à la cime et au sommet de l'honneur des armes. Le seigneur Don Quichotte de la Manche dit vrai, dit alors le curé, car il va enchanter dans cette charrette non pour ses fautes ou ses péchés, mais à cause de la vindicte de ceux que la valeur irrite et la vaillance courrouce. Monsieur, si tant est que vous ayez déjà entendu son nom quelques jours, voici le chevalier à la triste figure, dont les valeureux exploits et les hauts faits se graveront dans des bronzes durs et des marbres éternels, pour peu que l'envie se lasse de les offusquer et la méchanceté de les obscurcir. Stupéfait d'entendre parler sur le même mode le prisonnier et l'homme libre, le chanoine était sur le point de se signer, incapable de comprendre ce qui lui arrivait. Tous ses compagnons plongèrent dans la même stupeur. Alors Sancho Panza, qui s'était approché pour entendre la discussion, voulut assaisonner le tout. Maintenant, messieurs, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas ce que je vais dire, le fait est que mon maître Don Quichotte est aussi enchanté que ma mère. Il a tout son jugement, il mange, il boit, il fait ses besoins, comme les autres hommes, et comme il les faisait hier avant qu'on le mette en cage. Dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut essayer de me faire croire qu'il est enchanté?
car j'ai entendu dire à beaucoup de monde que les enchantés ne mangent pas, ne dorment pas, ne parlent pas, et mon maître, si personne ne le coupe, parlera plus que 30 procureurs. » Il se retourna pour regarder le curé, et poursuivit. « Ah, monsieur le curé, pensiez-vous que je ne vous reconnaissais pas? Pensiez-vous que je ne comprends pas, ne devine pas le but de ces nouveaux enchantements? Sachez-le, je vous reconnais, et vous pouvez toujours vous couvrir le visage. Sachez-le, j'ai compris, et vous pouvez toujours cacher vos tromperies. Finalement, où règne l'envie, la valeur ne peut vivre, ni la libéralité où il y a pingrerie. Maudit soit le diable! Si ce n'avait été à cause de votre révérence, à cette heure mon maître serait déjà marié avec l'infante Mokomakakine, et je serais au moins comte, car on ne pouvait pas attendre moins des qualités de mon maître à la triste figure, comme de la grandeur de mes services. Mais je vois que c'est vrai ce qu'on dit au pays, que la roue de la fortune tourne plus vite que la roue du moulin, et que tel perché hier a aujourd'hui le nez à terre. De mes enfants, de ma femme, ils me pèsent. Eux qui devaient espérer voir leur père passer le seuil de sa maison en gouverneur ou vice-roi de quelque île ou royaume, ils le verront rentrer en vallée d'écurie. J'ai dit tout ça, monsieur le curé, seulement pour faire sentir à votre paternité que vous devez avoir sur la conscience la mauvaise façon dont vous traitez mon maître, et bien réfléchir, que Dieu ne vous fasse pas payer dans l'autre vie cette prison de mon maître, et ne vous tienne responsable de ses secours et bienfaits dont il prive le monde tout le temps qu'il est prisonnier. » « Éclairez-moi, » dit le barbier. « Toi aussi, Sancho, tu es de la confrérie de ton maître? Vive Dieu, je suis en train de m'apercevoir qu'il va falloir que tu lui tiennes compagnie dans la cage, qu'il va falloir que tu sois aussi enchanté que lui, puisque tu es atteint par sa disposition d'esprit et sa chevalerie. Il est dommage que ces promesses aient engrossé ton esprit. Il est malheureux que cette île qui te fait tant envie te soit montée au cerveau. » « Je n'ai été engrossé par personne. Je ne suis pas homme à me laisser engrosser, pas même par le roi. Je suis pauvre, mais je suis vieux chrétien, et je ne dois rien à personne. Et si j'ai envie d'île, d'autres ont des envies bien pires, et chacun est fils de ses œuvres. Et puisque je suis homme, je peux devenir pape, et encore plus facilement gouverneur d'une île, d'autant plus facilement que mon maître peut en gagner tellement qu'il ne saura pas à qui les donner. Attention à votre façon de parler, monsieur le barbier. Ce n'est pas tout de faire des barbes, et tous les pédros ne se ressemblent pas. Je le dis parce que nous nous connaissons tous, et moi on ne me la fait pas. Et pour l'enchantement de mon maître, Dieu connaît la vérité, et restons-en là. C'est pire quand on remue. » Le barbier préféra ne pas répondre à Sancho, de peur que ses naïvetés révèlent ce qu'avec le curé il voulait tenir caché. Dans cette même crainte, le curé avait proposé au chanoine de prendre un peu les devants. Il allait lui expliquer le mystère de l'encagé et d'autres choses qu'il apprécierait. Le chanoine le suivit, et prenant les devants avec lui et ses serviteurs, écouta attentivement tout ce qu'il voulut lui dire sur le caractère, la vie, la folie et les mœurs de Don Quichotte. Il lui conta brièvement l'origine et la cause de son aberration, et toute la suite de ce qui lui était arrivé jusqu'à ce qu'on le mette dans cette cage, ainsi que leur intention de le ramener dans son village pour voir si par quelque moyen on pouvait apporter remède à sa folie. Le chanoine et ses serviteurs s'étonnèrent encore d'entendre la singulière histoire de Don Quichotte. À la fin, il dit: « Vraiment, monsieur le curé, je trouve pour ma part que ces livres qu'on appelle de chevalerie sont préjudiciables à l'intérêt public. Et bien que, poussé par un désir oisif et faux, j'ai entrepris de lire presque tous ceux qui ont été imprimés, jamais je ne suis arrivé à en lire un du début à la fin. Il me semble en effet que peu ou prou c'est toujours la même chose, que celui-ci n'a rien de plus que celui-là, ni tel autre que tel autre. Ce genre d'écrit et de composition entre apparemment dans celui des fables dites milésiennes, qui sont des contes extravagants, destinés seulement à plaire et non à enseigner, au contraire de ce que font les fables en apologue, qui plaisent tout en enseignant. Et en admettant que le but principal de ce genre de livre soit de plaire, moi je ne sais pas comment ils peuvent l'atteindre alors qu'ils sont si pleins de délires effrénés. Car le plaisir que l'âme conçoit doit venir de la beauté et de l'harmonie qu'elle voit et contemple dans ce que le regard ou l'imagination lui présente, et tout ce qui contient en soi laideur et désordre ne peut nous donner aucune satisfaction. Car quelle beauté peut-il y avoir, ou quelle proportion des parties avec le tout, ou du tout avec les parties, en un livre ou fable où un garçon de 16 ans d'un coup de taille qu'il donne à un géant haut comme une tour, le coupe en deux moitiés comme s'il était en masse-pain. Et lorsqu'ils prétendent nous peindre une bataille, ils ont dit que dans le camp ennemi il y a 1 million de combattants, mais si jamais le héros du livre est contre eux, malgré que nous en ayons, il nous faut accepter que le dit chevalier ait gagné la victoire à la seule valeur de son bras puissant. Et que dirons-nous de la liberté avec laquelle une reine, ou l'héritière d'un empire, se comporte dans les bras d'un chevalier errant et inconnu? Quel esprit,
s'il n'est pas tout à fait barbare et inculte, pourra prendre plaisir à lire qu'une grande tour pleine de chevaliers avance dans la mer comme un bateau par vent favorable, et voit tel jour la nuit tomber en Lombardie, et le jour se lever le lendemain sur les terres du prêtre Jean, en Inde, ou sur d'autres terres que Ptolémée n'a jamais découvertes et que Marco Polo n'a jamais vues. Et si vous me répondiez que ceux qui composent ce genre de livres les écrivent comme des choses d'imagination, et qu'ils ne sont donc pas obligés de respecter les subtilités ni les vérités, moi je leur répondrais que plus l'invention paraît vraie, meilleure elle est, plus elle laisse indécis et semble possible, plus elle plaît. Les fables mensongères doivent épouser l'intelligence de leurs lecteurs, s'écrire de manière à préparer les impossibilités, égaliser les excès, retenir l'attention, étonner, captiver, troubler et divertir de sorte que l'étonnement et le plaisir aillent d'un même pas. De tout cela il en sera incapable, celui qui fuira la vraisemblance et l'imitation, dont dépend la perfection d'un écrit. Je n'ai jamais vu un livre de chevalerie qui forme un corps de récit complet avec tous ses membres, de sorte que le milieu corresponde au début et à la fin, au début et au milieu. Ils les font avec tant de membres qu'ils semblent plutôt vouloir figurer une chimère ou un monstre que former une figure proportionnée. Par ailleurs, ils sont durs de style, incroyables dans les exploits, lascifs dans les amours, dans les courtoisies incivils, longs dans les batailles, sots dans les discours, extravagants dans les voyages, et finalement privés de toute judicieuse élaboration, et à ce titre dignes d'être exilés de la République chrétienne comme gens inutiles. Le curé l'avait écouté avec beaucoup d'attention. Il trouva que c'était un homme très intelligent, et qui avait raison dans tout ce qu'il disait. Il lui dit donc qu'étant de la même opinion que lui et voyant d'un mauvais œil les livres de chevalerie, il avait brûlé tous ceux de Don Quichotte, et ils étaient nombreux. Et il lui raconta l'examen qu'il en avait fait, ceux qu'il avait condamnés, au feu ou laissés en vie, ce qui fit beaucoup rire le chanoine, qui ajouta que tout en ayant dit beaucoup de mal de ce genre de livres, il trouvait en eux quelque chose de bon, le sujet, qui permettait à une intelligence bien faite de s'y mettre en valeur, parce qu'ils offraient un champ large et spacieux, où la plume puisse courir sans aucun empêchement, décrivant des naufrages, des tourmentes, des combats singuliers et des batailles, peignant un capitaine valeureux avec toutes les qualités requises, comme de se montrer perspicace pour prévenir les ruses de l'ennemi, et éloquent orateur pour persuader ou dissuader ses soldats, réfléchi dans ses décisions, prompt dans l'action, aussi vaillant à recevoir l'assaut qu'à attaquer. Peignant ici un fait lamentable et tragique, ou bien un événement heureux et inattendu, là une très belle dame, chaste, sensée et réservée, ailleurs un gentilhomme chrétien, vaillant et affable, ailleurs encore un barbare insolent et fanfaron, ou un prince courtois, valeureux et prudent, représentant les vertus et la loyauté des vassaux, les grandeurs et les générosités des seigneurs. Il peut tantôt se montrer astrologue, tantôt excellent cosmographe, tantôt musicien, tantôt averti des matières d'état, et peut-être aura-t-il l'occasion de se montrer nécromant s'il en avait envie. Il peut montrer les ruses d'Ulysse, la piété d'Énée, la vaillance d'Achille, les malheurs d'Hector, les trahisons de Sinon, l'amitié d'Orial, la libéralité d'Alexandre, la valeur de César, la clémence et la justice de Trajan, la fidélité de Zopyre, la sagesse de Caton, et finalement tous les faits et gestes qui peuvent rendre accompli un illustre grand homme, soit en les prêtant à un seul, soit en les distribuant à plusieurs. Et s'il le fait avec un style doux, une invention ingénieuse qui soit le plus près possible de la vérité, il composera sans doute une toile tissée de fils beaux et variés qui atteindra le plus haut but qu'on puisse viser dans un écrit, enseigner et plaire en même temps, comme je l'ai déjà dit. Car la liberté d'allure de ces livres donne à l'auteur l'occasion de se montrer épique, lyrique, tragique, comique, avec tous les genres que contiennent les très douces et très agréables sciences de la poésie et de la rhétorique. Car l'épopée peut s'écrire en prose comme en vers. Et c'est la fin du chapitre 47, les amis. Ça sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro. J'ai peut-être attaqué un chouïa trop fort sur la première partie de lecture de ce soir, et du coup la seconde a été particulièrement complexe. J'espère que je me suis pas trop repris, que j'ai pas fait trop d'erreurs de lecture, si on peut dire, que j'ai pas trop buté sur des mots et ainsi de suite. Mais et puis j'espère que ça a été agréable et compréhensible pour vous, chers amis, chers viewers. J'ai beaucoup apprécié aussi les deux chapitres qui viennent de passer, parce que ça y est, l'histoire avance. Enfin, on sort de l'auberge et ça me
Ça me fait beaucoup de bien, je dois avouer. Ça y est, enfin, on sort de l'auberge et on quitte pas mal de personnages. Et le duo Sancho Panza Don Quichotte se retrouve de nouveau sous les feux sous les feux des projecteurs, de nouveau au centre de l'attention, au centre de l'histoire même. Et j'aime beaucoup ça, surtout que du coup on a beaucoup de prises de parole de Don Quichotte, de Sancho Panza. La prise de parole de Sancho Panza elle est trop stylée. Parce que ça y est, Sancho Panza, euh, alors il comprend pas tout, il n'a pas tout perçu, mais quand même, il a compris un, un des voiles de mensonges qu'on lui tend. Donc c'est hyper appréciable de voir qu'il n'est pas au même niveau que son maître Don Quichotte et qu'à la fois il se laisse quand même berner en vérité. Donc hyper appréciable, hyper intéressant dans les dialogues du coup, parce qu'on se dit est-ce qu'il va faire griller le plan du curé et du barbier, qu'est-ce qui va se passer? Et là du coup à la fin on a de nouveau un retour à un autre type de chapitre qu'on a déjà eu plusieurs fois dans l'œuvre, à savoir une sorte de chapitre qui va parler de la place de l'écriture, de la place de la littérature, de la place du... Ouais, des œuvres littéraires en somme, hein. C'est marrant, Cervantes, à de nombreux moments, a placé ce genre de discours tout au long du texte, à différentes occasions, lors de différents chapitres. Donc là, voilà, on a un avis supplémentaire, si on peut dire. Est-ce que c'est l'avis de l'auteur? J'ai du mal à percevoir si je ne pense pas. En fait, je pense pas que l'avis de Cervantes, ça soit l'avis du curé et du chanoine, ou peut-être en tout cas plus l'avis du chanoine que celui du curé. Et surtout plus que ce qu'il a dit en narration, en fait, justement, à la toute fin. À savoir que ça permettait... attendez. Ça permettait d'enseigner et de plaire en même temps. Et que l'épopée peut s'écrire en prose comme en vers. Je pense que là, on peut voir justement Cervantes qui défend, entre guillemets, sa manière d'écrire. Et du coup, son roman ou son œuvre, en tout cas. Je vous rappelle que quand on cherche sur Internet Don Quichotte de Cervantes, on peut lire que c'est le roman qui est considéré comme le premier roman moderne. Donc vraiment, on sent, même avec le petit paragraphe que je viens de lire, que Cervantes a conscience, alors il s'est inspiré de choses, hein, les romans de chevalerie et ainsi de suite, mais il a conscience peut-être de faire quelque chose d'assez peut-être pas, j'irai peut-être pas jusqu'à novateur. Je pense pas qu'il est à ce point, euh, comment dire, à ce point l'idée de faire quelque chose de si nouveau. Mais au moins il sait qu'il tente quelque chose d'assez atypique, d'assez complexe peut-être. Et du coup voilà, peut-être qu'il y a une envie de sa part de vouloir justifier sa démarche, de vouloir justifier en quoi sa manière d'écrire est valable et valide. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Peut-être me trompe-je. Encore une fois, c'est très dur de différencier les personnages du narrateur, enfin l'avis des personnages de l'avis du narrateur, de l'avis de l'auteur, parce que même le narrateur et l'auteur sont pas vraiment la même personne. Donc voilà, c'est très compliqué. Mais ouais, moi j'interprète un peu la chose comme ça. Et d'ailleurs, apparemment, le chapitre prochain poursuivra sur ces questions de littérature, puisque le chapitre à venir se nomme Où le chanoine poursuit sur le sujet des livres de chevalerie, avec d'autres choses dignes de son génie. Donc voilà, ça sera au programme du live de mardi, puisque mardi, ça sera le dernier live sur la lecture de cette œuvre, les amis. Nous avons encore... Alors on a combien? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 chapitres. 5 chapitres à lire encore. Et ces 5 chapitres, je vous les lirai mardi à 21h, ce qui clôturera ce long cycle sur Don Quichotte, tome 1 de Cervantes. Ça fait plaisir. J'ai hâte de voir comment ça va finir maintenant, d'autant plus. Parce que là, la situation est un peu étrange, quoi. Ils ont réussi à se débarrasser de beaucoup de personnages et à faire que du coup, ils ne veuillent plus forcément résoudre le problème de la princesse Moko Makakine. Maintenant, la question, ça va être comment on passe de Don Quichotte enfermé dans une cage à la fin
du roman. Est-ce qu'il va être libéré? Est-ce qu'il va être emmené tout simplement jusqu'à chez lui par le curé et le barbier et enfermé, ou j'en sais rien. Enfin, je me demande vraiment comment ça va finir en fait. Mm. Alors Mopito, ça c'est clair et net, hein, c'est un éternel débat. C'est un éternel débat. C'est pas forcément ce que je voulais dire parce que je viens de dire, même si oui, ça peut le rejoindre en effet, mais oui, c'est l'éternel débat de est-ce que, enfin, on peut séparer l'homme de l'artiste en somme, c'est ça? Et est-ce que on a le droit d'apprécier des œuvres d'un homme qui serait un salaud entre guillemets? Ça, c'est une autre question et on en a déjà parlé relativement souvent dans mes lives. Euh, je pense que sur ces questions, je pense que c'est le genre de question éternelle où il n'y a pas de réponse. Et je pense que du coup, je vais pas forcément donner mon avis. Et ouais, je suis juste en mode chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut parce que il y a des arguments recevables pour dire oui, il y a des arguments recevables pour dire non. Et je sais pas si on peut vraiment trancher ce sujet. Voilà, voilà. Mais tout simplement, respecter l'avis de l'autre camp, même si vous n'êtes pas d'accord. Mais ouais. Ou bien discutez-en, même si c'est de manière vivace, mais discutez-en de manière intelligente et bienveillante. Ce sera toujours mieux. Pour n'importe quel débat que ce soit, ce sera toujours mieux. Enfin bon, bref. Ça sera tout pour ce soir, les amis. Sur la rediffusion YouTube, je vous invite à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de cette vidéo, de cette lecture, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Vous savez que ça me soutient un maximum et ça permet de faire évoluer la chaîne, comme ça me permet de me faire évoluer personnellement. Donc n'hésitez pas. Euh, Nous, on se retrouve quand là? On est vendredi, donc demain pas de live. Donc on se retrouve dimanche à 15 h pour un live de découverte de l'univers de League of Legends qui sera dédié à Swain, si je ne dis pas de bêtises. Et sinon, bah, bien entendu, dimanche, il y a la veillée de 21 h à minuit minimum. Et mardi, dernier live de lecture sur Don Quichotte, tome 1 de Cervantes, avant que je fasse une pause d'au moins mardi à lundi d'après. Au moins. Enfin, mercredi à lundi d'après, du coup. Il y a moyen que je fasse un live de gaming demain ou lundi. Plutôt lundi, je pense. Toutefois, j'en suis pas sûr du tout. Donc voilà, je vous glisse l'info comme ça en bonus pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout et je vous en remercie. Euh, Il y a moyen qu'il y ait un live supplémentaire lundi, mais c'est pas sûr. Et s'il y a un live supplémentaire lundi de gaming, ce sera très certainement sur South Park The Stick of Truth, parce que ça fait longtemps qu'on a abandonné la lecture. Salut, bonne nuit, merci pour la lecture qui m'a accompagné dans la recherche de l'end sur Minecraft. Oh, trop stylé! Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft. Faut que je retrouve l'appétit parce que j'ai tellement poncé ce jeu, ça devient vraiment dur de revenir dessus pour moi. Alors que je l'aime, mais en fait j'ai tellement joué que ouais, y retourner c'est dur. Bref, en tout cas bonne session Minecraft à toi. Et puis écoutez, je vais vous emmener en raid chez Oda la Joie pendant le générique de fin. Je sais pas si j'irai moi-même parce que j'ai peut-être des potes qui m'attendent pour jouer là. Mais bon, je vais voir, je vais voir. En tout cas, si je suis pas là, vous direz à Aude que j'ai dû m'absenter. Allez, on se laisse là. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Et bye bye!